Je préfère manger des pâtes que retourner dans le salariat, tu vois. Et si apprendre une langue impossible n'était qu'un mythe? Et si, en 3 mois, vous pouviez déjà tenir une conversation en chinois? Au contraire, même c'est une des langues les plus amusantes à apprendre, je trouve. Aujourd'hui, je reçois Alex Guyot. Il a commencé dans le métro parisien, 3 heures de transport par jour, et il a transformé ce temps perdu en un projet qui a formé des milliers de personnes. Et je me suis dit comment tu peux utiliser ce temps un peu de manière utile. Mais ce qui est fascinant avec Alex, c'est pas qu'il a juste appris le chinois, c'est qu'il a tout quitté pour partir en Chine sans plan B. J'ai pris un billet simple et puis je suis parti. Et là-bas, tout s'accélère. Nouvelle vie, nouveau pays, nouveau projet, jusqu'à créer une école en ligne avec des dizaines de milliers de lecteurs. Mais derrière cette réussite, il y a une réalité beaucoup moins glamour. Il s'est passé presque 2 ans, pendant lesquels c'était plus de la survie qu'autre chose. 2 ans de galère, sans revenus, sans plan B, et avec un enfant qui arrive en plein milieu. Et j'ai pas de plan B. De toute façon, qu'est-ce qui peut... C'est ça marche ou ça marche. Tu vois. Dans cet épisode, on parle de comment apprendre une langue plus vite que ce que vous croyez, comment transformer un side project en business, et pourquoi la liberté vaut plus que n'importe quel chiffre. C'était le combat de la liberté. Et surtout, pourquoi beaucoup échouent alors que certains y arrivent. Là, t'as pas le choix, tu dois être déterminé. Tu dois être prêt à mourir pour ton truc. Tu dois être vraiment, faut que ça fasse mal, tu vois, faut que ça fasse mal. Si vous voulez vraiment passer à l'action, ne vous contentez pas d'écouter. J'ai transformé chacun de ces épisodes en plan d'action concret, avec les méthodes et les outils utilisés par les meilleurs experts de l'entrepreneuriat web. Vous pouvez télécharger tout ça dès maintenant, c'est dans le premier lien qui est dans la description. Bonne écoute! Hello à tous, je m'appelle Paul Calderon et aujourd'hui dans Side Project, j'ai le plaisir de recevoir Alex Guyot. Comment tu vas, Alex? Salut Paul, ça va très bien. Salut à tous. Alors pour ceux qui te connaissent pas, tu as créé une école en ligne pour apprendre le chinois. Sur ton site, j'ai vu que tu annonces quasiment 50 000 lecteurs quotidiens et que tu as formé plus de 7 000 francophones au mandarin. Si je dis pas de bêtises, ton aventure elle a commencé dans le métro parisien quand tu t'es lancé un premier défi d'apprendre quelques mots de chinois, puis un second défi de parler chinois en 3 mois. Depuis, ça a énormément grossi puisque tu as fondé ton école, tu t'es expatrié en Chine, où tu as fondé une famille et vous êtes tous revenus en France il y a quelques années. Alors moi j'ai plein de questions sur ton projet, sur cette vie d'expat parce que je vis pas beaucoup en France en ce moment, et sur la langue chinoise de manière plus générale. Avant qu'on commence, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, déjà, merci à toi pour ton invitation, Paul. Donc, effectivement, je suis le créateur de Chinois Tips. Donc, c'est une école qui aide les francophones qui veulent apprendre à parler chinois. Donc, on propose des cours, on propose des ressources pédagogiques et on a aussi une petite communauté pour aider les élèves qui veulent progresser en autodidacte. Et effectivement, avant ça, j'ai appris moi-même le chinois un peu en autodidacte. Et ça a commencé bien, t'as fait des bonnes recherches dans le métro. Oui, parce que j'avais beaucoup de temps libre. Tu sais, quand tu travailles sur Paris, tu prends le RER, après tu prends le métro, t'as des fois même un bus. Donc moi, je cumulais les trois, presque 3 heures par jour de transport. Et je me suis dit, comment tu peux utiliser ce temps un peu de manière utile, tu sais, autrement que, je sais pas, de la musique ou même jouer à des jeux sur ton téléphone. Donc les langues, ça s'apprend bien dans le métro. C'est pour ça que je m'étais lancé le défi d'apprendre à parler chinois. Mon Dieu, c'est hyper courageux. Avant que j'aille plus loin et que je dise plein de bêtises, est-ce que tu pourrais juste me briefer sur c'est quoi la différence? On dit apprendre le chinois ou apprendre le mandarin? Parce que j'entends les deux et je sais Ouais. jamais c'est quoi le bon truc qu'il faut dire. Ah, tu peux dire les deux, honnêtement, les gens comprennent de quelle langue on parle. Alors, effectivement, si tu veux être plus précis, le mandarin, on va dire, c'est le dialecte officiel en Chine. Parce que tu Ok. sais qu'en Chine, c'est grand, il y a plein de dialectes différents. Chaque région, presque, même des fois des villages ont leur dialecte. Donc, pour pas Waouh. tout confondre, on en a utilisé un, on va dire, officiel, qui est le mandarin. L'autre grand dialecte en Chine qui est connu, c'est le cantonais. Bon, tous les fans Hmm. de films de kung-fu de Hong Kong connaissent, mais le cantonais et le mandarin, c'est vraiment deux langues qui se ressemblent pas à l'oral, en tout cas. Donc, c'est pour ça Ok. que quand on veut être précis, on dit apprendre le chinois mandarin, c'est-à-dire le chinois standard. Mais en général, si tu dis chinois simple, les gens comprennent que tu parles du mandarin. Même si les Ok. puristes me corrigeront en disant non, non, tu peux pas dire ça. Et toi, donc, t'es mandarin. Voilà, moi quand je me suis lancé, je me suis pas pris la tête, je me suis posé la question, c'est quoi le dialecte
utile, quoi, officielle. Et Ouais, donc, je suis parti sur le mandarin, qui est la version que 99% des gens apprennent, hein. Sauf si tu as une bonne raison ok. d'apprendre un dialecte, notamment par exemple le cantonais si tu vis à Hong Kong. Mais sinon, c'est mandarin, oui, quasiment tout le monde. Ok, bon ben merci pour ça. Toi, quand t'étais, donc j'aimerais qu'on se remette dans le métro parisien. Ouais. Pourquoi le chinois et pourquoi pas une autre langue? Enfin, t'avais un attrait pour la Chine, c'était quoi? Non, en fait, j'hésitais beaucoup avec l'espagnol parce que je Ok, participais à des cafés des langues à Paris, il y en a pas mal. Donc le concept, il est simple, c'est tu vas dans un café pour discuter d'une langue, enfin parler une langue étrangère avec des natifs qui, eux, en retour, veulent parler français avec toi, tu vois, c'est un échange. ok. Et moi, à la base, j'étais parti pour l'espagnol parce que je voulais visiter l'Amérique du Sud. Donc je me suis dit l'espagnol est Ouais. plus utile. Mais dans les cafés des langues où j'allais, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui parlaient espagnol. Il y avait surtout un petit groupe de gens qui apprenaient le chinois et avec qui il y avait toujours de la place. Tu pouvais toujours venir. Là, il y avait... Les gens, en général, ils viennent dans les cafés des langues, c'est pour apprendre l'anglais, donc 80%, je dirais. Ouais. Et puis après, tu as quelques petits groupes qui forment des petites langues comme le chinois ou l'espagnol ou même d'autres langues européennes. Et donc, il y avait de la place dans ce groupe-là. Donc, je me suis mis avec eux. Et en fait, c'était super cool. Les Chinois sont super sympas. Et puis, c'est vrai que moi, j'aimais aussi l'Asie, hein, de manière générale, sans forcément viser la Chine, hein, au pays auquel je Ouais. ne connaissais absolument rien à l'époque. Mais voilà, bon, je me suis lancé dans le chinois. Au début, j'avais peur, tu sais, j'avais les idées reçues que tout le monde a. Oui, ça va être trop dur, c'est la langue la plus difficile au monde. En plus, les caractères, l'écriture, elle est différente, on comprend rien. Ah Enfin, bah ouais. j'avais tous ces préjugés là sur la langue, mais comme les natifs dans le café des langues étaient sympas, je me suis dit, vas-y, c'est parti, on va tester cette langue, qui au final est pas du tout comme on le dit, super dur ou quoi. Au contraire, même c'est une des langues les plus amusantes à apprendre, je trouve. Donc j'ai Ah rapidement ouais? pris goût comme ça. Et donc au début c'était genre 20 minutes, tu vois, dans le métro. Et puis après c'est devenu 1 heure. Après je faisais mes révisions le soir à la maison. Et des échanges donc chaque semaine avec des natifs dans un café des langues. Voilà, c'est né comme ça à peu Mais près. Tu et quand t'as appris du coup à ce moment-là, toi c'était vraiment juste pour toi, t'avais pas une ambition professionnelle en Chine ou un job où il faut absolument que tu parles chinois, ou enfin c'était juste pour toi. C'est ça. En fait, j'avais beaucoup de temps libre du fait des transports. Donc j'avais cette idée de Ouais. il faut que j'apprenne un truc. Au début, je voulais apprendre à programmer, mais bon, dans les métros, c'est pas évident de Plus sortir un complexe. ordi, tu vois. Donc ce qui s'apprend bien dans les transports, c'est les langues, puisqu'avec un podcast, tu peux facilement apprendre. Et j'avais surtout envie de bouger. J'avais envie de voyager. J'étais dans mon métro boulot dodo, tu sais, que peut-être tu as connu, Oui. post-école d'ingénieur. Je m'ennuyais à mourir à Paris, tu vois. J'allais toutes les semaines dans un café des langues, écouter les histoires des mecs qui ont voyagé aux quatre coins du monde, ça me faisait rêver. Je voulais bouger. Donc il me fallait une langue, peu importe. J'en Ok. voulais une, plus que l'anglais, bien sûr. J'hésitais beaucoup donc entre espagnol et mandarin, mais le mandarin étant plus utile en Asie, je suis parti plutôt sur ça. Et j'avais aussi plus de personnes avec qui pratiquer, donc naturellement, je suis parti là-dessus. Ok. Et j'ai vu pas mal sur ton site aussi parler du, alors j'ai noté, le HSK6. Ouais, C'est quoi? C'est un genre de niveau un peu type A1, A2, tout ça? Ça correspond à quoi? oui, c'est ça, voilà, c'est ça. En fait, ils ont créé un Ok. examen pour t'évaluer ton niveau. Sauf que eux, ils parlent pas en A1, A2, B1, B2 comme nous en Ok. Europe. Ils ont plutôt créé leur propre système qui s'appelle HSK, donc c'est l'examen officiel en Chine pour évaluer ton niveau de chinois. Et tu peux si Ok. tu veux, hein, t'es pas obligé, mais bon, les élèves aiment bien parce que ça donne un cadre. Tu peux passer les niveaux comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, ils en ont même créé des nouveaux, ça va jusqu'à 9. Donc tu peux t'amuser, hein, c'est pas obligatoire, mais Wow. ça donne un petit coup de boost quand t'as plus de Ouais. motivation ou si t'as besoin d'un objectif. Tu sais, c'est un peu comme toi, je crois que tu cours, hein, tu fais des Oui, moi je cours marathons, non? beaucoup. Eh ben, Ouais, tu vois, t'as pas forcément besoin de la médaille, mais c'est sympa de l'avoir aussi quand t'as fini une c'est course. vrai. Je comprends mieux, bonne, bonne comparaison. Et Voilà. tu donc t'as commencé dans le métro et après j'avais vu que tu t'étais lancé un genre de challenge 90 jours pour ou je crois 3 mois un truc comme ça pour apprendre le chinois. Euh, T'as réussi? Alors, en fait, c'était parti d'un mec qui s'appelle Scott Young. Peut-être que tu connais. C'est un blogueur qui était assez influent sur les techniques d'apprentissage, mais rapide. C'est lui Ok, qui s'était donné ce challenge-là de parler chinois pendant 90 jours, donc de ne pas utiliser d'anglais pendant 90 jours. Et j'ai vu ses progrès en fait en seulement 3 mois, parce que 90 jours c'est assez court.
Et Ça va vite. ça m'a bluffé. Genre, je me suis dit, mais c'est incroyable, le gars, il arrive à tenir des interviews en chinois après seulement 3 mois d'études. Alors oui, il a fait le bourrin. Oui, il était en Chine en immersion complète. Oui, il a utilisé toutes les techniques possibles du monde. Mais 3 mois quand même, tu vois. 3 mois, c'est ouf. 3 mois. Et le mec, il tient une interview. Alors, il fait des erreurs, il cherche parfois ses mots. Peut-être des fois même la prononciation n'est pas correcte. Mais en 3 mois, il tient une interview en chinois. Là, c'est là où toutes mes préjugés sur la langue, toutes mes idées reçues sur la langue ont sauté direct en me disant, ah oui, bah d'accord, donc lui, il fait ça en 3 mois, donc si moi j'y vais tranquillement, en 6 mois, 1 an, je peux y arriver aussi, tu vois. Ok. Donc c'est plutôt ça le challenge des 90 jours. À partir de ça, je me suis dit, ah oui, Hmm. donc en fait, c'est tout à fait possible. Voilà. Ok. Et à quel moment tu es parti en Chine pour t'expatrier? Alors c'était, donc au début, j'ai commencé en France, je faisais ça dans Ouais. le métro, et on va dire au bout de 3 mois, 6 mois, je voyais que j'y prenais goût, hein. Je faisais ça tous les jours, même de plus en plus. Et c'est là où je me suis dit, allez, c'est le moment. J'ai fait les 2 ans que je voulais faire dans ma boîte. Il n'y a rien qui me retient en France. Euh, Depuis tout le temps, je rêve de voyager. Bah là, c'est bon, je commence à avoir un niveau qui me permettrait de me débrouiller en Chine. Alors, entre guillemets, parce qu'évidemment, j'étais pas Mhm. très fort, mais ouais, j'étais quand même. J'avais ce que j'appelle le niveau se faire des potes, tu vois. C'est-à-dire, tu pars en Chine demain, tu t'as pas un bon niveau, mais tu sais te démerder. Voilà, j'avais ce niveau-là. Je me suis dit, allez, let's go, c'est parti. Je vais poser ma dème. Je pars 1 an en Chine. J'étais parti pour 1 an à la base, hein. C'était mon projet. Ouais. Et je vais apprendre la langue plein temps. C'est le truc que j'aime le plus faire actuellement. Là, je vais m'y mettre à plein temps, ça va être génial. Et en plus, je vais être là-bas sur place. Je vais découvrir un pays que je connais pas. Let's go. J'ai pris un billet simple et puis je suis parti. C'est c'est courageux, je trouve. C'est courageux, mais en même temps, je te dis, j'avais rien qui me retenait en France. C'est vrai. J'avais 2 ans d'expérience. Je me disais, au pire, ce qui peut se passer, c'est que ça me plaise pas, que je revienne et Hmm. que je retrouve un job que j'avais, tu vois. C'est vrai. Rien de. Bah, je prenais pas tant de risques que ça en vérité. Puis surtout, j'avais fait un peu d'économie quand tu travailles 2 ans à Paris. J'avais mis un peu d'argent de côté, en tout cas de quoi vivre pendant au moins 1 ou 2 ans. Donc en vrai, ça va. Genre, j'étais pas. Enfin, le risque était très Hmm. calculé, quoi, tu vois. Ouais. Et t'avais quel âge au moment de ce départ en Chine? Je crois que j'avais 27 ans ou 26, je sais plus. C'était en 2015. Ouais, c'est ça, Ok. 27 ans. Donc, tu vois, c'est Wow. l'âge où il me fallait une aventure. Tu vois, par exemple, au Ouais. travail, je lisais beaucoup de livres sur. À l'époque, c'était des blogs. Il n'y avait pas YouTube, tu vois, à l'époque. Mais il y avait des blogueurs qui écrivaient un petit peu leur parcours, notamment un que je recommande qui s'appelle Jonathan Salomon, qui a écrit un livre sur Récit d'un joueur itinérant que je conseille. C'est l'histoire d'un Ok. mec qui part en Amérique du Sud, enfin, visiter le continent en coach surfing et qui finance son voyage avec des parties de poker sur place. Donc, si t'aimes le poker, si t'aimes le Oh. voyage, et surtout si t'aimes un peu cette idée de vas-y, je prends ma vie en main, je suis libre et je découvre le monde, et ben c'est un livre qui m'a vachement inspiré. Et moi je me disais, mais ce gars-là, il a tout compris, tu vois. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça la vie, tu vois. C'est tu prends ton sac, tu pars, et puis même si t'as des galères, tu apprends, tu vois. Alors lui, Ouais. il est parti en Amérique du Sud, c'est pour ça qu'à la base, je voulais apprendre l'espagnol. Mais voilà, moi, je te dis, l'espagnol, ça n'a pas bien marché avec moi. C'était plus le chinois qui a fonctionné, donc je suis parti en Asie. Mais l'Asie, c'est cool aussi, hein, franchement. En vrai, prenez le continent qui vous plaît, quoi. Ah ben, ça a l'air. J'y vais passer toute la fin 2000, enfin la fin. Les 6 derniers mois de 2027, non 2026 là, cette année, Ouais, pardon. Je serai en Asie. Donc ok, bah je vais faire ma première fois là-bas. J'ai tu vas hâte. adorer. Et c'est vrai qu'en Asie, Ouais, tu vois, si tu te poses la question, c'est quoi la langue utile là-bas, en plus de l'anglais? Bah, il y en a pas beaucoup, hein. Ah, t'as japonais, coréen, si tu veux visiter ces coins-là. ouais. Mais tu vois, le japonais, à part au Japon, en Asie, c'est pas beaucoup parlé. Alors que le chinois, bon, déjà la Chine, c'est grand, hein, si tu veux visiter ce pays, t'as de quoi faire. Et surtout, il y a beaucoup de diaspora chinoise en Asie. Tu vas à Hmm. Singapour, typiquement, ça parle chinois aussi là-bas. Donc c'est pour ça que je suis parti sur le chinois, même si je connaissais rien à la langue ni à la culture. Je me suis dit, ça sera utile, en tout cas. Ok, ok. Et comment, petit à petit, donc tu pars en Chine, solo, en sac à dos, Ouais, c'est ça. comment on arrive à je vais créer un business là-dessus? Tu vois, Ouais. comment t'as commencé, je suppose par la création de contenu comme beaucoup, mais ça a été quoi les premières étapes? Alors, au début, comme je te disais, je suis parti pour 1 an, c'était le plan.
Ouais. Ensuite, ça s'est bien passé, évidemment, ça s'est trop bien passé, même, je dirais. J'adorais le pays, la culture, la bouffe surtout. Si t'aimes la nourriture épicée, Mm. la Chine, c'est génial. En Ah plus, oui. j'étais parti dans le Yunnan, c'est une petite région qui n'est pas encore très développée, même si ça s'améliore avec le temps. Et donc l'ambiance là-bas c'est trop bien. Le prix de la vie est même pas très cher. Donc ça s'est trop bien passé. Donc évidemment, j'ai relancé un an après derrière. Sauf que là, je me suis dit, bon, ça fait un an que je suis dans ma zone là, enfin dans ma petite ville. Il faudrait que je découvre un peu ce pays parce que c'est grand la Chine. Donc Mm. ensuite, l'année d'après, j'ai un peu exploré. J'ai fait aussi beaucoup de couchsurfing. On revient au livre dont je te parlais qui, même si c'est un livre sur le poker, hein, ça n'a rien à voir avec le chinois, mais ça m'a inspiré, tu vois. Je me suis dit, ce gars-là, il a tout compris. Donc j'ai fait du couchsurfing en Chine. J'ai pas mal bougé, en fait, après. J'ai beaucoup voyagé, parce que c'est très, très grand, la Chine. Et ensuite, bah, il fallait refaire des sous. Donc c'est là où je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre en France ou est-ce que je reste en Chine? Après avoir passé 2 ans à apprendre le chinois, c'est un peu dommage quand même de rentrer en France. Donc je me suis dit, allez, je vais juste chercher sur Google, c'est quoi la ville où on gagne mieux sa vie en Chine. Et j'ai demandé aussi aux gens qui étaient sur place, c'est où que je devrais Ouais. aller pour travailler. Et tout le monde m'a dit la même ville, hein. C'était très, très facile à choisir. Tu vas à Shanghai, c'est la meilleure ville, c'est la ville où il y a les meilleurs salaires, c'est là où il y a le plus d'opportunités d'emploi pour un occidental. Donc, let's go, je suis parti à Shanghai. Effectivement, j'ai trouvé assez vite, c'était pas très dur de trouver un travail là-bas. Et donc mon travail se passait encore mieux que mon travail en France. Franchement, je crois Trop quand j'étais à bien. Shanghai, c'était mon pic, quoi. J'étais trop heureux dans ma vie. Je crois que j'avais tout ce que je voulais au monde, quoi, vraiment. C'était trop cool. Et comme tout se passait bien, j'étais sur une lancée gagnante, quoi, clairement. Tout se passait Ouais. trop bien et c'est là où je me suis dit, bon, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est évidemment de quitter le salariat qui me saoulait depuis des années et de me lancer dans mon activité à moi. Donc, c'est là où j'ai découvert la création de contenu. Et c'est aussi là où je me suis mis avec mon épouse. Donc, on a créé une famille, on a créé une entreprise. Enfin, c'est là où je suis passé vraiment à l'étape supérieure. C'est quand tout Ok. se passait très bien pour moi à Shanghai. Et tu vois, au total, donc, je suis resté presque 10 ans en Chine avant de rentrer en France suite au Covid. Mais ça, on en parlera peut-être Mm. après si tu veux. Ouais. Et quand tu commences du coup ta création de contenu, donc je comprends que c'était t'as pas commencé. Tu vois, moi quand j'ai commencé le blogging, je l'ai commencé un peu pour m'occuper pendant le Covid justement, parce que bah, j'étais en chômage partiel là où je sais plus comment ça s'appelait et tout. Il n'y avait pas forcément l'intention business derrière. Toi, elle y était. Direct, tu t'es dit, je crée du contenu et ça va devenir mon métier à terme. Ouais, 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 dès le premier jour. Parce qu'en fait, j'avais démissionné de mon job et j'avais plus de revenus. Donc, je m'étais pas Oh donné de waouh. plan B. Ça, c'est pas un truc que je recommande, honnêtement, de faire ça. Toi, t'as mieux fait le truc, tu vois, avec un chômage partiel. Genre, t'as utilisé une période de temps, tu vois, pour te former. Mm. Moi, ça s'est pas passé du tout comme ça. En gros, bah, comme je te disais déjà, je lisais beaucoup de blogs à l'époque, notamment des blogs voyage. Parce qu'il n'y avait pas YouTube, hein. Faut se rappeler qu'à l'époque, YouTube, c'est assez récent, en fait. Donc à l'époque, le contenu, c'était surtout du contenu écrit. Et donc c'est pour ça que je suis parti sur le format blog, parce que tout simplement c'est le format que je consommais le plus moi-même. Ouais. Et j'ai découvert ça par hasard. En fait, j'avais créé un site d'échange linguistique qui marchait pas du tout. Voilà, mais c'était mon side project, tu vois, quand je travaillais à Shanghai. Mais ça marchait pas, j'avais pas d'utilisateurs. Donc à côté, je me suis dit tiens, je vais créer un blog, je vais voir ce que ça donne. J'ai jamais écrit d'article de blog, on verra ce que ça donne. Et c'était Ok. incroyable. Genre, je me souviens, je me suis mis à un café pour écrire. Et d'un coup, je suis rentré dans cette zone, tu sais, d'écriture où tu ne vois plus le temps passer. J'ai relevé la tête, il faisait nuit. Je fais, mais c'est incroyable, il s'est passé 6 heures là. Et j'ai dit, mais c'est incroyable ce sentiment quand t'écris et que t'es dans ta zone d'écriture, là, je sais plus comment on appelle ça, le flow, peut-être. Oui. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est super cool, genre si je pouvais faire ça tous les jours. Et donc j'ai démissionné direct et j'ai lancé mon blog sur le chinois. Chose que je ne recommande pas parce que ça te met une pression énorme tout de suite. Dès le premier jour, en fait, tu n'as plus de revenus, tu dois tout de suite trouver un moyen de monétiser ton audience. Et tu n'as pas d'audience, du coup, donc tu dois faire les choses en plus, tu dois construire une audience, ensuite créer des formations, des cours, etc. Ou même un service que tu veux. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis mis dedans. Donc tout de suite, dès le jour 1, euh, parce que, comme je te disais, j'étais sur une lancée gagnante. Tout ce que je faisais marchait, en fait. Donc, dans ma tête, moi, j'étais en mode, bah, de toute façon, ça va marcher, tu vois. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe d'autre? Bon, spoiler, ça s'est pas passé comme prévu, mais en tout cas, j'étais déterminé, tu vois. Ouais. Et t'as mis combien de temps à... Donc, au début, que blogging, enfin 100% blog Ouais, écrit. 100% blog.
Ah non, pas 100% blog, parce que le blog, en fait, c'est super long. Bah, moi, je pensais que ça allait être rapide, mais en fait, c'était trop long. Donc, j'ai Mm. lancé en parallèle un podcast qui est toujours aujourd'hui mon format préféré, même si j'ai moins de temps pour en écouter. Et j'ai lancé une chaîne YouTube aussi à côté pour accélérer un peu les résultats. Mais il y a Ok. eu une traversée longue du désert au début. Bah, je pense que tout le monde la connaît, hein, qui est longue. Hein, et si t'as pas cette énergie de te dire, de toute façon, ça va marcher, j'ai pas de plan B, tu lâches Mm. assez vite en vérité. Enfin, c'est ce qui se passe Ouais, pour la plupart des créateurs, je pense. ouais. Et toi, comment, enfin, t'es dans quel état émotionnel à ce moment-là? Parce que du coup, tu lâches ton job, t'as le stress financier. T'avais déjà des enfants ou pas à ce moment-là? Ouais, ça je t'ai pas dit, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai lâché mon job. Je lance mon Ouais. activité. 3 ou 4 semaines après, mon épouse me dit je suis enceinte. Je me dis ah ouais, ça Ah. va vite. Donc là, en fait, je vais me retrouver avec un enfant dans 8 9 mois, plus une activité dont je sais même pas si ça marche en fait. J'ai jamais fait, tu vois. C'était mon premier vraiment vrai projet. Et bon, là, en fait, en gros, t'as beaucoup d'énergie à cette période-là. Enfin, t'as beaucoup d'énergie, t'es super content déjà de devenir parent. Ton activité, tu fais enfin ce que t'aimes à plein temps. Ça, c'était génial, Mm. tu vois. Tu vas avoir 8 9 mois, on va dire, pour t'y mettre à fond. Mais 8 9 mois, c'est court en vérité. Ça n'a pas duré 8 9 mois la traversée du désert, hein. C'est beaucoup plus long que ça. Mais t'es dans cet état d'esprit de toute façon, ça va le faire. Et j'ai pas de Ouais. plan B. De toute façon, qu'est-ce qui peut. Ça marche ou ça marche. Tu vois. Donc, ouais, c'est une période où j'avais énormément d'énergie. J'y passais beaucoup, beaucoup de temps. Fallait aussi apprendre parce que j'avais jamais créé de contenu avant, tu vois. Donc, il y a une période d'apprentissage qui est longue aussi. Et après, Ouais. l'arrivée d'un enfant, c'est comme si tu as un deuxième job à plein temps derrière, tu vois. Donc, Oh là là. ta journée, tu les passes à travailler, et tes soirées, même tes nuits, tu les passes avec le petit, quoi. Donc, c'était une période difficile, ouais. Ok. Et ça a été quoi les premiers signes où tu t'es dit, ça y est, je sors de cette traversée du désert? Bah, ça a été un coup de chance, hein. Il y a toujours une part de chance, je pense. Moi, très clairement, le Mm. gros coup de chance que j'ai eu, c'est le Covid. Ça m'a. Ok. Il y a eu un avant Covid et un après Covid. Après, je pense que je Ok. suis pas le seul. Je sais qu'il y a beaucoup de Oui. créateurs de contenu qui ont décollé pendant le Covid parce que tu as beaucoup de gens qui se retrouvaient chez eux à la maison sans rien à faire et surtout avec beaucoup de temps libre. Et donc, ils se sont mis à consommer beaucoup de contenu et surtout, ils se sont mis à travailler sur leurs projets qu'ils avaient mis en attente, bah, un peu comme toi. T'avais cette Oui. idée peut-être de faire du contenu, mais t'avais jamais le temps de le faire. Hop, le Covid, tu te retrouves chez toi à la maison. Bah vas-y, tiens, je vais me lancer dans mon projet. Tu vois. Et ben, c'est ce qui s'est passé avec le chinois, c'est que beaucoup de gens se sont retrouvés à la maison avec du temps libre et ils se sont dit, bah tiens, je vais en profiter pour apprendre une langue. Quelle langue j'ai envie d'apprendre? Bah voilà, le chinois par exemple. Et puis t'as ceux aussi qui prenaient des cours avec une école, mais l'école était fermée. Voilà, c'était l'école Mhm. physique, tu sais, où tu pouvais plus y aller tout simplement. Donc ils se sont rabattus sur tout ce qui était contenu en ligne. Et moi, pile poil à ce moment-là, je venais justement de créer cette école. Et là, je me suis retrouvé avec une arrivée massive d'élèves tous les jours. C'était incroyable. Mais c'était Ok. long, hein. Genre, entre le moment où je me suis lancé et le moment où ça a fait un pic, il s'est passé presque 2 ans, pendant lesquels c'était plus de la survie qu'autre chose, hein. Donc Mm. c'était très long, 2 ans, hein. Surtout quand tu as un deuxième job à la maison qui t'attend justement avec un enfant. Tu passes des nuits de 2 3 heures, tu bosses dans toutes les situations possibles. Je me souviens, des fois j'écrivais des scripts de contenu avec le biberon et le petit, j'étais en train de le bercer, il était 1 heure du matin. Je dis mais quand c'est que tu dors toi, sérieux, dors s'il te plaît, faut que je Oh finisse ce mon Dieu. script. Dès que t'as 5 minutes, t'es dans le train, dans le bus, tu commences à écrire, enfin t'es dans une phase où tu sais que ça pourra pas durer éternellement comme ça, mais de toute façon, il n'y a pas de plan B, donc il faut que ça marche. Tu vas tenir le temps que tu peux, et puis ça passe ou ça casse, quoi. Et tu t'es pas dit, j'arrête, tant pis, je retrouve un job, que ce soit à Shanghai ou à Paris ou peu importe où vous étiez à ce moment-là? Non, jamais, jamais. Je me suis dit... En fait, depuis le jour 1, j'ai jamais aimé le salariat. Je pense que ça, c'est un trait qu'on retrouve beaucoup, hein. J'ai écouté pas mal de tes interviews. C'est un peu le trait de caractère classique, hein, des créateurs sur le web. Si tu te donnes l'option de te dire, bon, au pire, si ça marche pas, je reprends un petit job. Bah, ce qui va se passer, c'est que tu vas reprendre un petit job, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, jamais, 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 jamais. Et même encore aujourd'hui, tu vois, je me dis, de toute façon, je préfère manger des pâtes que retourner dans le salariat, tu vois. C'est Ouais. pas possible. Enfin, genre, je me suis jamais donné cette option. Et tant mieux Ok. d'ailleurs, tu vois. Je suis reconnaissant de mon moi du passé d'avoir tenu bon, quoi. Ouais.
Oui, d'avoir souffert pendant ces 2 années, ça C'est valait le ça. coup quand même. C'est ça. C'est long, mais après, voilà, une fois que ça marche et que tu peux vivre de ton activité, c'est cool, quoi. Je veux dire, en termes de mode de vie, de liberté surtout, parce que c'est ça qu'on vise au final. C'est la liberté, tu vois, de pouvoir Oui. travailler d'où tu veux, aux heures que tu veux, sur les sujets que tu veux. C'est ça qui m'a toujours motivé. D'ailleurs, je me souviens, moi, la première année, je m'étais mis un nom pour cette année. Je donne un nom Ok. aux années, tu sais, avec l'objectif. Et la première année, c'était le combat de la liberté. Vraiment, c'était ça qui me drivait, tu vois. Et je me disais, c'est ça ou J'adore. tu retournes faire l'esclave dans ta boîte. Je dis, vas-y, c'est bon, je Ah, bosse. Vas-y, j'écris mon script. au boulot, Au Alex. boulot. Il y a pas le choix, au boulot. Et comment, enfin, pourquoi tu t'es pas dit, je vais faire une école de français pour les Chinois? Tu vois, pourquoi t'as dit, je vais apprendre le chinois aux Français et pas l'inverse? Bah parce que j'avais pas les capacités d'enseigner le français aux Chinois. J'avais essayé de donner quelques cours quand j'étais en Chine Ouais. et je me suis rendu compte que c'est pas si simple que ça d'enseigner le français parce que tu es natif. Pas parce que Hmm. tu vois, c'est comme si je te demande la différence entre un an et une année. Bah, tu vas me dire, ouais, Ouais, bah, ça c'est va. pareil, hein. T'as qu'à C'est comme apprendre. ça. C'est comme ça, voilà. Ou le passé composé, l'imparfait, c'est quoi la règle? Tu dis, ouais, bah, je sais pas, t'as qu'à. Voilà, quand tu parles de ça, tu vois. Personne l'utilise de toute façon. Enfin, c'est difficile, hein, quand tu t'es pas posé la question comment ça marche, C'est vrai. d'enseigner quelque chose. Alors que moi, le chinois, je l'avais appris enfin, je l'avais appris assez rapidement. Et surtout, j'avais bien documenté mon apprentissage. J'avais écrit vraiment tout ce Ouais. que j'avais fait, tu vois. Donc, c'était beaucoup plus facile d'enseigner le chinois à des Français que l'inverse. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aussi, Ok. certains professeurs chinois qui sont natifs sont pas forcément les meilleurs. Même si tu as beaucoup de profs qui sont bons, hein, je suis pas en train de dire que les profs sont pas bons, mais Ouais, ouais. ce que je veux dire, c'est que le réflexe qu'on a, c'est d'aller chercher un professeur natif, alors qu'un français peut tout à fait t'aider ici aussi. D'ailleurs, petite anecdote, les Chinois qui apprennent le français, quand ils apprennent la grammaire française, qui est pas réputée la plus simple dans le monde, ils prennent un prof chinois, évidemment, parce qu'il n'y a pas mieux qu'un chinois pour expliquer la logique française à un autre chinois. Parce qu'ils utilisent des ponts Hmm. qui comprennent, si tu veux. Voilà, donc pour moi, c'était Ok. évidemment dans ce sens qu'il fallait le faire. Ouais. Non, c'est logique. Et est-ce que ton épouse est chinoise? Non, tu m'avais dit, je Oui, crois. c'est ça, on s'est rencontrés en Chine, et elle est chinoise, mais elle n'est pas dans les langues, elle est plutôt dans la musique, en fait. Donc, Ok. elle n'est pas vraiment dans l'activité. Mais du coup, entre cette vie en Chine et vie avec une chinoise, est-ce que t'as eu... Enfin, est-ce que ça t'a appris des choses sur la culture française? Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je vis de plus en plus à Istanbul, en Turquie. Euh, et en ayant du coup ce regard, surtout, j'ai l'impression, sortir du bloc occidental, tu vois. De voir le monde avec des nouveaux yeux et de regarder la culture française aussi avec un nouvel œil. Est-ce que ça t'a fait des trucs un peu comme ça en habitant en Chine et en vivant avec des Chinois? Ah bah oui, oui. Là, si tu cherches le dépaysement, la Chine, c'est parfait, hein. Franchement, Ah ouais? c'est une autre vision du monde, c'est une autre façon de communiquer. Vraiment, c'est, je dirais, j'allais dire le noir et blanc, mais c'est pas aussi fort que ça. Mais si tu cherches effectivement une autre vision du monde, la Chine, c'est parfait. Surtout que c'est un pays qui est assez mal compris depuis la France, enfin depuis l'Occident en général. Tu regardes n'importe quel média ou n'importe quel article qui sort sur la Chine récemment, c'est toujours négatif, tu vois. Alors qu'en Ouais. Chine, il se passe aussi des choses positives, c'est juste qu'ils vont pas volontairement les choisir. Donc, si tu y vas toi-même pour te faire ton propre avis, toi qui vas bientôt en Asie, là, bah vas-y, fais un petit tour en Chine, tu verras, c'est assez incroyable comme pays, surtout que ça se développe très vite, ça change très vite. Et moi, Ouais. le choc, je l'ai eu surtout quand je suis revenu en France. Alors ça, c'est violent par contre, hein. Quand tu as passé beaucoup de temps à l'étranger et que tu n'avais pas spécialement prévu de revenir en plus à la base, donc tu n'avais pas vraiment de préparation, et que tu retrouves du jour au lendemain des habitudes en France, tu te dis, mais oh là là, mais c'est pas le pays que j'ai connu, tu vois. Genre, c'est un autre pays. Ouais. Et je dois me réacclimater dans ma propre culture. Ça, c'est bizarre. Ça m'a pris Ouais. du temps, ouais. Ça m'a pris bien 2 3 ans, tu vois. Et vous n'avez pas prévu de retourner en Chine, là, vous restez, vous êtes établi en France, vous restez là pour le En moment. fait, on retourne tous les ans, même plusieurs fois par an, ça dépend. On Ok. fait la navette en fait entre la France et la Chine, parce qu'évidemment, on a de la belle famille là-bas, on a des amis Ah bah oui. là-bas, on a toujours notre appartement là-bas en fait, donc on peut toujours y aller. Ah, Mais on y va surtout pendant les vacances scolaires pour les enfants, et parce que eux aussi, ok. ils ont besoin de voir leurs grands-parents, puis aussi la famille, Bah tu ouais. vois, ils ont même des amis là-bas. Donc on y retourne régulièrement. C'est juste qu'on a moins la flexibilité de le faire, on doit un peu attendre les vacances, tu vois, maintenant. Mais sinon, oui, on est toujours connecté avec la Chine, heureusement. Trop bien. J'adore cette vie sur deux.
deux lieux et en plus deux continents. Et là, Ouais. c'est loin la Chine quand même, tu vois. Tu fais pas Ouais, France-Maroc qui reste proche, même si c'est sur deux continents, tu vois. et c'est ça. Et c'est trop J'adore bien ça. parce qu'on a même trouvé des billets directs cette année. Donc, Ah au ouais, lieu de faire 24 heures de voyage, on fait que 12. Ça paraît long, mais c'est incroyable, surtout quand tu as des c'est enfants. génial. 12 Ouais, heures c'est cool. avec les enfants. Oh Dieu. J'avais vu sur ton site que tu critiquais les... Alors attends, j'ai une citation. Les Ouais. méthodes antiscolaires spécialement adaptées aux Français. Est-ce que... Enfin, c'est quoi ces méthodes antiscolaires dans le cadre de l'apprentissage des langues et qui, du coup, je suppose, ne fonctionnent pas et que toi, tu fais différemment pour apprendre le chinois? Oui, c'est en fait, ça, une formule un peu troll, un peu volontairement piquante, tu vois. Mais l'idée, en fait, c'est de prendre des méthodes qu'on n'a jamais vues à l'école. Tu vois, typiquement, si tu prends des cours de chinois dans une fac ou même dans une asso, le professeur de chinois, souvent, il va t'expliquer que, par exemple, l'écriture, les caractères, il faut les apprendre par répétition. Donc, c'est-à-dire, tu vas créer des lignes comme ça de caractères, encore, 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 jusqu'à ce que ça rentre, tu vois. Parce que c'est comme ça qu'ils ont Ok. fait, eux, hein, vraiment. C'est pas une critique envers les professeurs. C'est vraiment en Chine, ils font comme ça, tu vois. Sauf que quand tu es un adulte et qu'en plus c'est pas ta culture, t'as pas grandi dans un environnement chinois, les lignes de caractère ça va vite te saouler. Surtout que ça marche pas vraiment en plus, sauf si t'en fais vraiment beaucoup. Et c'est ça en fait que j'appelle méthode antiscolaire, où on va prendre plutôt des logiques qui nous parlent mieux. Donc c'est par exemple déconstruire le caractère, essayer de comprendre c'est quoi ces éléments, retenir sa formule Ok. chimique quelque part, et pouvoir le retenir plus facilement avec une histoire ou même avec des cartes mémotechniques. Ça, c'est beaucoup plus efficace, tu vois. Et c'est aussi beaucoup plus amusant pour un adulte à faire. Voilà, ça, c'est Ok. un exemple, tu vois. Mais après, la formule est volontairement un peu Oui, mais c'est... piquante, si tu sais Bah, pourquoi. ça se retient et je te la ressors là, donc ça a marché. Ça. Et moi, tu vois, j'utilise beaucoup aussi de vulgarisation. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup inspiré pour créer du contenu. Ça vient de la vague YouTube, tu sais, c'était en 2015-2016, où tu as eu beaucoup de vulgarisateurs qui sont arrivés sur YouTube. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, Oui. il y a eu une vague comme ça. Et c'était des gens qui avaient passé beaucoup de temps dans leur sujet, parfois plusieurs milliers d'heures. Tu sais, par exemple, des gens qui étaient en thèse ou quoi, en doctorat, et qui venaient parler de leur sujet, mais vraiment d'une façon simple pour que tout le monde puisse comprendre, même un enfant. Et moi, ça m'a vachement inspiré pour faire ça avec le chinois. Et je me posais tout le temps la question, comment j'expliquerais ce concept à un enfant? Tu vois, par exemple, en chinois, il y a un concept qui s'appelle les verbes intransitifs. Ok. Intransitif, ça parle pas si t'es pas du monde des langues ou si t'as pas fait des études là-dedans. Hmm. Bah, ça parle pas, quoi. Même tu dis ça à un enfant, il comprend pas. Et donc, je change les formulations. Je dis par exemple verbe sandwich. Ah, verbe sandwich, c'est mieux. Là, on comprend. Là, on On met des comprend trucs mieux. dedans, c'est comme un sandwich. Voilà. Et ça, même un enfant, il comprend, tu vois. Et ben voilà, c'est ça un peu l'idée des méthodes. C'est on prend des concepts qui sont pas si simples que ça des fois. Hein. Même en chinois, Ouais. il y a des grammaires parfois qui sont un peu dures. Et on va les simplifier au maximum pour qu'un enfant puisse comprendre. Ça, c'est mon job. Ok. Et je me suis posé une question là sur ce que tu disais. Donc, les... Comment on appelle les signes chinois? C'est pas des pictogrammes, ça s'appelle comment? Alors, ça s'appelle Les... officiellement des sinogrammes. les Euh, sinogrammes. moi, je préfère appeler ça les caractères, hein, c'est le nom commun. Ouais. Mais c'est vrai que, tu vois, on pourra parler après si tu veux de SEO, mais c'est vrai que les gens, eux, quand ils font des recherches, ils tapent signe chinois. Ouais. Donc, il faut Hmm. connaître tous les termes, en fait, que tes étudiants utilisent. Même si le Ouais. terme officiel, moi, je préfère utiliser caractère. Je trouve que c'est, Ok. même en anglais, ils utilisent celui-là. Et tu disais donc le caractère, un caractère égale un mot. Et oh, il est ça, c'est pas juste entre guillemets un petit dessin, c'est-à-dire que chaque trait, il y a une raison pourquoi il est là, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. En fait, un caractère, c'est plutôt une idée. Euh, Ouais. donc c'est pour ça qu'avec un caractère, il peut y avoir plein de définitions en fait. Ça dépend de en quel contexte tu l'utilises. Et Oh mon surtout, Dieu. si tu veux mieux le mémoriser, effectivement, c'est pas juste un petit dessin au hasard, tu vois. Il est composé d'éléments qui vont avoir un rapport avec son sens. Donc c'est pour ça qu'on peut les décomposer en petites briques de Lego, tu vois, c'est des petites briques de Lego élémentaires. Et chaque brique de Lego va avoir son sens. Et c'est pour ça qu'il y a des Ok. caractères, on peut parfois deviner, même sans l'avoir jamais vu, on peut savoir un petit peu de quoi ça va parler, parce que c'est un métal par exemple, ou est-ce que c'est une idée, ou est-ce que ça va être en rapport avec une émotion, tu vois, juste en décomposant comme ça. Ah, tu peux le déchiffrer un peu. Un peu, ouais, tu peux. Donc ça aide Ok. vachement à la mémoire, si tu veux le retenir, quand tu peux déjà comprendre un peu ces éléments, tu vois. Hmm. Et alors là, on repasse sur une question vraiment débutant niveau -10. Comment ça marche, par exemple, avec un clavier d'ordinateur ou de smartphone?
Ouais, alors pour ça, il faut installer un clavier chinois. Donc tous les appareils en proposent, hein. Il faut l'installer un petit peu avant, même sur ton téléphone, Ok, tu peux. Et après, tu vas taper la transcription phonétique du caractère. Alors tu utilises le système que tu veux, il y en a plein. ok, Le système le plus commun aujourd'hui, c'est le pinyin. Donc c'est une transcription en caractère, enfin en alphabet latin des sons. Et tu écris le son en pinyin. Et puis le ok, clavier va automatiquement, en fonction de ta phrase, en fonction des fréquences aussi, choisir le caractère, enfin te proposer une liste de caractères et tu auras juste à choisir celui que tu veux. Ça va même plus ok. vite d'écrire en caractère avec ce système-là que d'écrire, tu sais, avec notre alphabet à nous, parce que nous on est obligé d'écrire tous les mots, tu vois. Alors que eux, non, ils vont Hmm, juste écrire les pinyin, juste les premières lettres en plus, parce que le clavier va ouais, automatiquement détecter. Et ça va super vite. Tu vois, moi, j'écris les premières lettres de chaque pinyin, et ça va super vite, ça m'écrit la phrase entière. trop bien. Ah, j'ai envie de voir ça. Bah, installe-le, hein, tu peux le faire ce soir. Ah ouais, ah bah ouais, j'essaierai. Euh, J'aimerais qu'on repasse un peu du coup sur toi, comment tu Ouais. fais apprendre le chinois à tes élèves. J'ai vu que tu avais... Enfin déjà, comment se passe... Donc je suppose que tu as une formation que tu vends. Euh, Comment elle se passe? Enfin, ça correspond à quoi? Alors, j'ai pas une formation tout de suite. Les formations, c'est Ok. vraiment après. C'est pour les personnes qui veulent aller plus loin. Ça se passe... le parcours classique, c'est... Les gens me trouvent en général sur Google. Bon, tu fais une petite recherche. Ouais. Ensuite, bah, tu as plein de contenus gratuits qui t'expliquent un petit peu des sujets divers et variés. L'étape suivante, ça va être de rejoindre une formation, mais gratuite. Un petit cours d'initiation, voilà, pour quelqu'un qui débute, D'accord. qui ne connaît rien à la langue, mais qui se pose des questions, qui est un peu curieux, qui se demande, tiens, ça a l'air marrant son truc là, ça a l'air marrant le truc des caractères là. J'aimerais bien aller regarder rapidement comment ça marche. Voilà, j'ai fait un petit cours avec mes étudiants l'année dernière en direct, que j'ai vraiment condensé sur 10 leçons pour quelqu'un qui ne connaît rien. C'est entièrement gratuit et ça te permet d'avoir un premier aperçu de la langue. Bien sûr, tu ne seras pas bilingue Ok. après cette formation, elle ne dure pas très longtemps, mais ça te donnera une idée de est-ce que c'est cool ou pas la langue, est-ce que ça te donne envie de le faire ou pas. Et puis peut-être pourquoi pas faire des vocations, tu vois, un voyage en Asie. Et après seulement, si tu veux, aller plus loin, notamment par exemple, je sais pas, tu veux travailler les caractères ou les mots du quotidien. Je propose des cours effectivement sous forme de formation en ligne, donc c'est des cours vidéo. Et là, tu peux aller travailler plus en détail, par exemple le vocabulaire, la prononciation. Il y en a pour tous les aspects en fait. Et Ok. ça va même jusqu'au professeur. Si tu veux un professeur avec qui parler, on propose aussi des professeurs natifs. Ok. Et c'est ça que j'ai vu. J'ai vu que tu avais une collaboration avec le site topchinois.com. C'est ça la Ouais, partie du coup avec les professeurs? c'est ça. Parce qu'en fait, avec un professeur, ce qui est bien, c'est que tu peux parler, tu peux pratiquer. Ce qui est Ouais. on va dire, la faiblesse numéro un de tous mes étudiants, c'est qu'ils sont très bons à apprendre tout seuls. Forcément, ils ont les formations. Ok. J'ai mâché le travail pour eux. Mais après, c'est comme tout, hein. Si tu pratiques pas, ça va pas venir par magie, hein. C'est comme un sportif. Tu peux regarder Nadal jouer à la télé autant que tu veux. Il y a un moment, il faut aller taper les balles, tu vois. Ou, Ok. je sais pas, tu fais un instrument, c'est pareil. Si tu regardes, si t'écoutes beaucoup de piano, c'est cool. Tu auras des bases théoriques fortes, mais à un moment, il faut aussi que tu mettes tes doigts sur le clavier, tu vois. Ouais. Et là, avec les langues, il n'y a pas le choix. Il faut que ta langue, elle bouge. Faut Il faut que parler. tu parles. Il faut que tu parles. Donc, si tu as Ok. besoin, je peux te mettre en relation avec un professeur, mais tu peux aussi le faire tout seul. Tu peux aussi faire à toi-même avec des tuteurs, des tandems, etc. Toi, moi, j'ai Ok. commencé avec le Café des langues. Bon, bah, c'était une manière de pratiquer. Il y en a qui préfèrent un prof. Bah, on travaille avec Top Chinois parce que c'est les meilleurs profs en France. Mais tu peux, c'est comme tu veux en fait. Ça, c'est l'étape d'après encore. Tu vois, c'est dans la pyramide. Ok. Là, on monte d'un étage encore. Et tu dis que tu travailles avec eux. Il y a un deal entre vous, ou t'es affilié ou quelque chose, ou c'est tu les renvoies gratuitement? Il y a même pas de deal en fait. Enfin, c'est pas de l'affiliation classique, tu sais, un peu comme toi tu fais où tu prends une commission. Ouais. C'est plus, on va faire un package commun avec les cours avec le professeur et les cours avec moi en ligne. Donc, ça fait une formule complète. Et moi, je prends juste la part qui me revient et le professeur, il prend la part qui lui revient. C'est pas une Ok. commission, tu vois. C'est juste un partage équitable. Enfin, comme on le ferait nous-mêmes chacun de notre côté. C'est juste que là, tu as Hmm. tout d'un coup. Donc, les élèves, ils aiment bien parce qu'ils ont tout de suite tout ce qu'il leur faut, si tu veux. Et Ouais. c'est pas vraiment de l'affiliation, tu vois. On peut pas parler comme ça, je pense. C'est Ouais. vraiment un partenariat d'égal à égal, quoi. Ok. Trop bien. C'est vrai que ça te différencie pas mal d'autres cours de langue qu'il pourrait y avoir où ce qui manque, c'est la pratique. Et souvent, le formateur ou la formatrice, toi ici, t'as
on a toujours des rêves un peu de liberté, de trucs comme ça. Et si tu dois faire de la discussion avec chacun des membres pour les aider à pratiquer, ça casse un peu ce truc de liberté. Donc là, le faire via un professeur de top chinois, c'est pas mal du tout. Ouais. Bah exactement. En plus, c'est eux qui s'occupent des élèves après, hein. Donc, Oui, enfin, si tu veux, l'élève, il peut aussi me contacter. On a une petite oui, communauté hein, qui est pas mal d'ailleurs, où tu as un petit forum d'échange. On fait aussi des petits cours en direct le samedi. On fait même des petits événements parfois avec les élèves. Donc, tu peux bien sûr me contacter, mais si tu as une question plus de pratique avec, par exemple, un sujet que tu as discuté avec ton professeur, tu as évidemment oui. ton professeur qui est là pour toi. Donc, c'est quand même génial. Tu vois, moi, j'aurais bien aimé avoir ça quand je débutais. C'est pour ça que Ah, je tu trouve que cette m'étonnes. formule, elle est cool. Ouais, ah, c'est très bien. Et j'ai vu aussi que tu utilisais une application qui s'appelle Anki, A-N-K-I. Peut-être que je le prononce mal. C'est ça. Euh, c'est c'est quoi ça? D'après ce que j'ai compris, c'est en gros, tu rentres du vocabulaire et lui, il va te le vérifier que tu le connais. Si tu le connais, il te le présente la prochaine fois au bout de 2 jours, puis au bout de 4 jours, et ainsi de suite. C'est ça? Exactement. C'est une application qui sait à l'avance quand tu vas oublier un mot. Donc c'est génial parce que c'est trop bien. Moi j'aurais trop aimé connaître ça à l'école, tu sais, les contrôles de connaissances, il y en a plein. Biologie, Ouais. dans les langues bien sûr, mais c'est pas que les langues, hein. Des fois, des profs te demandent de mémoriser par cœur un truc. Alors toi, tu vas Mm. bourriner la veille pour tout mémoriser, puis 3 jours après, c'est fini, quoi. T'as tout oublié. Alors que les langues, t'as besoin de te souvenir du mot quand même plus que 3 jours, tu vois ce que je veux dire? Si Oui. t'oublies tout au bout de 3 jours, ça va être chiant. Sauf que t'as pas envie de te réviser tous les mots que tu as appris parce que sinon t'en aurais trop à faire chaque jour. Donc il faut Ok. trouver un moyen de donner un score aux mots en fait, savoir quel mot apprendre en premier, quel mot réviser en premier, etc. En fonction de leur difficulté et puis en fonction de toi. Il y a des mots peut-être que tu vas apprendre plus vite que d'autres. On sait pas pourquoi, il y en a comme ça. Et ben Anki s'occupe de tout ça pour toi. Donc c'est pour ça que c'est une application qui est très utile, surtout en chinois puisque tu as un système oral et un système écrit qui sont pas liés. Donc en fait il faut apprendre à Ah, la fois l'oral et à la fois l'écrit. Donc Enki est doublement plus efficace en chinois. D'ailleurs, ça vient du japonais. Enki, ça veut dire ok. oublier en japonais. À la base, c'était pour les gens qui apprenaient le japonais avec les kanji, là. C'est le système d'écriture pas facile en japonais, qui est pas facile à apprendre du coup. Donc ils ont créé Enki pour ça. Sauf que Enki marche encore mieux pour le chinois, parce que le chinois, c'est que des kanji en fait. Voilà. Ok. Et est-ce que t'as peur un peu de l'IA ou pas? Euh, Moi, je vois que ça a quand même pas mal changé certains aspects de mon entreprise là depuis un an au niveau de la rédaction de contenu, de la concurrence plus ou moins déloyale que ça peut poser et tout ça. Euh, Est-ce que tu te dis pas que dans un futur plus ou moins proche, les gens ils vont juste parler chinois avec ChatGPT ou autre IA et que l'IA va leur donner des cours, tu vois, parce que tu peux avoir une discussion orale et les corriger. Enfin, et ChatGPT te corrige, tu le mets dans la langue que tu veux. Est-ce que c'est un truc qui te fait peur ou pas, ou toi, ce que ton produit que tu proposes, il est différent et il peut pas être se faire nexter par de l'IA, tu vois, t'es comment là-dessus? Moi, je suis super fan de l'IA. J'utilise Ok, quotidiennement dans tous les aspects de ma vie. J'explore beaucoup en fait. Je teste pas mal de trucs. S'il y a bien un truc sur lequel je pense que l'IA ne remplacera jamais, c'est le contact humain. C'est-à-dire, oui, tu peux parler à l'IA, oui, elle va te répondre, elle va toujours te répondre des trucs que tu aimes bien entendre en plus, mais ça oui. remplacera jamais l'échange humain. Et quand tu apprends une langue, tu apprends la langue pas juste parce que tu aimes bien apprendre une langue, c'est parce qu'il y a un but profond derrière. Souvent, c'est Ouais. parce que tu as un conjoint, parce que tu veux travailler avec des fournisseurs chinois, je sais pas, ton activité t'amène à parfois te déplacer en Chine, ou juste tu veux faire un voyage cool. Parce qu'un voyage cool, Mm. c'est quoi? C'est des bons souvenirs. Et les bons souvenirs, généralement, c'est les personnes que tu rencontres. C'est pas les photos que tu prends, tu vois. Les photos, on s'en fout presque. C'est un prétexte. Donc, il te faut des échanges humains à un moment donné, et l'IA peut pas te fournir ça. Et l'IA, moi, m'a surtout beaucoup aidé, notamment dans la rédaction de contenu. Ça aide énormément, déjà pour les fautes, mais aussi pour... Tu vois, je donne des idées, et puis après, elle me propose des plans, puis je prends celui qui me plaît le plus, et puis ça me permet d'aller beaucoup plus vite et d'être beaucoup plus créatif. Et j'enseigne même à mes élèves comment faire pour utiliser l'IA dans leur quotidien, Wow. si tu veux. Donc, moi, je suis vraiment le premier fan de l'IA, tu vois. Ok, Pas du tout peur. ok. Ça te fait pas peur. Bah, tant mieux pour toi. Au Je suis tout contraire, stressé. Mais pour genre, moi. même, tu vois, on me dit souvent l'IA va tuer le SEO parce que c'est un canal sur lequel je repose beaucoup, donc le référencement organique. Ouais. Et les gens me disent, mais t'as pas peur? Enfin, plus personne utilise Google, tu vois, des trucs comme ça.
Mais je dis, mais ok, les gens ils utilisent plus Google, mais ils utilisent quoi du coup? Ils vont utiliser ChatGPT. Mais ChatGPT, il est connecté à Google. Ça revient exactement pareil. Hmm. Tu vois? Ouais. C'est exactement la même chose. Alors oui, il y a Hmm. moins peut-être de choix, mais tant mieux. Bah, il a fait le tri pour toi. T'as plus qu'à choisir les Hmm. 3-4 sites qu'il te propose et c'est encore mieux, tu vois. Ouais, ouais. Là où ça pouvait faire une problématique, tu vois, moi aussi, je suis bien référencé sur certains trucs du Google et du coup, j'arrive bien dans les IA. Mais c'est que quand tu arrives sur le site, l'intérêt aussi pour moi de te faire venir sur le site, c'est que d'un coup, il y a un pop-up qui arrive et tu tombes dans mes filets, tu prends le mail et tout ça. Là où quand ChatGPT, il te donne direct la réponse tirée de mon site, j'ai plus ce pop-up là qui arrive Ouais. dans ChatGPT. Donc là, je perds un Mais peu de gens. si tu réfléchis, ça tu l'avais déjà avant. Tu sais, tu te rappelles Google quand tu faisais une recherche simple, mais vraiment un truc simple. Tu cherchais juste une info, tu vois. Il Ouais. te mettait déjà en, je sais plus comment ça s'appelle, un snipset, je crois, un truc comme ça. Le... Ouais, snippet, Il te donnait l'info directement. Tu cherchais une heure c'est vrai. d'ouverture ou tu cherchais par exemple une définition d'un mot en chinois. T'avais même plus besoin d'aller sur le site. Et ça fait depuis longtemps que ça existe en fait. Et Ouais. c'est pratique. Même moi, j'aime bien en tant qu'utilisateur ne pas aller sur le site du mec parce que ça me saoule, il faut que j'aille lire Complètement. l'article et tout. Et là, Et qu'il y a directement des Google. pop-up. Et puis les pop-up, en plus c'est mal Et configuré, il faut c'est les refermer toutes les chiant. 30 secondes. Donc en fait, moi, tu vois, je me place vraiment du point de vue de l'utilisateur et je me dis, s'il a pas besoin d'être sur mon site, bah tant mieux, tu vois, ça lui fait gagner du Ouais. temps et il n'y a pas de souci avec ça en fait. Ok. Bon, c'est bien, j'aime bien, ça fait une bonne transition. J'aimerais qu'on mette maintenant plus la casquette chef d'entreprise. Euh, on commençait à parler de SEO. Tu es très bon là-dedans. J'ai regardé tes statistiques. Tu as des dizaines de milliers de visites quotidiennes, mensuelles, pardon, sur ton site via Google et autres moteurs de recherche. Comment tu fais? C'est quoi ta stratégie? Est-ce que tu as une stratégie? Dis-moi tout. J'ai pas de stratégie honnêtement, mais je vais t'expliquer un peu comment je réfléchis la Ouais, question. Parce que c'est vrai que moi au début le SEO j'y croyais pas du tout. D'ailleurs c'est pas un canal que je recommande à quelqu'un qui se lance parce que c'est des trucs qui prennent des années. Tu vois, moi ça a pris un an et c'est long. demi avant d'avoir mes premiers visiteurs SEO, tu vois. Un an et demi. Donc, tu vas pas vivre un an et demi, genre, comme ça, sans D'amour et d'eau trafic. fraîche. C'est ça. Donc, il te faut un autre canal en parallèle du SEO, un truc plus rapide, un truc genre, je sais pas, YouTube ou même un réseau, enfin, TikTok ou un truc avec un algorithme. Mais le SEO, ce qui est vrai, c'est que en termes de long terme, il n'y a rien qui bat ça. Le ROI Ouais, est incroyablement élevé. D'ailleurs, c'est pour ça que toutes les entreprises investissent en SEO parce que elles s'en foutent d'attendre 18 mois, tu vois. Elles peuvent attendre longtemps même. Mais en gros, pour te résumer mon état d'esprit en SEO, tu regardes ce que font les agences web et tu fais exactement l'inverse. Donc typiquement, ce que je te jure, les agences web, c'est une catastrophe. Mais pour le SEO, en gros, c'est du bon sens. C'est-à-dire, tu te mets dans les pieds, dans les bottes d'un étudiant ou de quelqu'un qui cherche une info et tu te poses toujours cette question, qu'est-ce que le mec a envie de lire? Qu'est-ce qu'il a envie de lire? Qu'est-ce qu'il a envie de trouver? Parce que tu vois, des fois, on voit des bonnes pratiques SEO qui te disent, il faut que tu mettes les infos la plus importante à la fin. Mais le gars, il veut son info tout de suite. Donc il faut lui donner tout de suite. Il faut la mettre au début, ton info. Si l'article, il cherche une comparaison, par exemple, il faut lui mettre un tableau qui compare tout de suite le truc. Tu vois, t'as pas besoin d'un article pour ça. Il faut vraiment te poser la question, qu'est-ce qu'il a envie de lire? Et surtout, la deuxième chose que je fais, moi, dans ma stratégie, c'est juste je regarde ce que font les autres. Je regarde qu'est-ce que la personne va trouver sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche et j'essaye de ne pas faire la même chose. Parce que si tu lis 3 fois le même article, au bout d'un moment, tu vas juste fermer Google et tu vas aller sur ChatGPT, tu vois, ou un truc comme ça. Donc il faut essayer justement de te dire, bon, moi, elle est où ma valeur ajoutée là-dedans, tu vois? Est-ce que j'ai envie de répéter la même chose que le gars d'avant, qui probablement a fait rédiger par ChatGPT son article? C'est pour ça que c'est aussi chiant à lire, tu vois? C'est vraiment se mettre dans les bottes de quelqu'un qui fait la recherche et de se ouais, poser la question, qu'est-ce qu'il a envie de lire? Et, euh, et tu peux oublier toutes les best pratiques du genre, ouais, mettre des mots-clés partout, faut optimiser tes titres, on s'en fout de tout ça. De toute façon, les titres, ils sont changés maintenant par Google, donc t'en as rien à faire. Donc, vraiment, mets-toi dans les bottes de quelqu'un qui cherche l'info et comment tu structurerais ton article, ou je sais pas moi, ton contenu. Et surtout, elle est où ta valeur ajoutée, tu vois, pour éviter de répéter ce que la personne a déjà peut-être lu 10 fois avant, tu vois. ok. Et comment tu choisis les sujets sur lesquels tu parles? Parce que t'as énormément de contenu. T'as combien d'articles là aujourd'hui à peu près? Je crois qu'il y a à peu près 600, peut-être, 600 articles. Waouh! Je me souviens qu'au début, j'étais trop fier de moi. Il y avait 12 articles. Ça faisait pile poil une fenêtre, tu sais, quoi ça. J'étais là en mode, waouh, j'ai un vrai site. Et après, en fait, j'ai écrit petit à petit. Il y a des personnes qui m'ont aidé aussi. Je suis passé par des rédacteurs à un moment. Mais toujours avec l'idée de dire, chaque rédacteur doit apporter quelque chose. Tu vois. Si c'est juste pour me répéter la même chose que ce que j'ai lu avant, ça sert à rien. Tu vois. Donc, les mots-clés, honnêtement,
pareil, les agences web utilisent des outils comme SEMrush ou des trucs comme ça pour extraire des listes de mots-clés. Ben, ne faites surtout pas ça en fait. Partez plutôt de vous, sur quels mots-clés vous pouvez apporter de la valeur, même s'il n'y a pas beaucoup de trafic au début, c'est vrai. De toute façon, c'est une stratégie long terme, donc tu t'en fiches si pendant 6 mois, tu n'as pas de trafic. Mais tu vois, par exemple, s'il y a un sujet sur toi, sur lequel là, maintenant, tout de suite, tu travailles, qui t'intéresse, sur lequel tu te documentes beaucoup, et peut-être sur lesquels tu ne trouves pas d'infos, justement, sur Google, eh ben, c'est le bon moment pour en faire un article avec toi, ta patte, ta valeur ajoutée, et une meilleure structure que ce que tu as vu avant, etc. Donc ça s'est fait comme ça, moi, en fait. C'est en fonction de mes sujets d'intérêt du moment, sur quoi j'ai envie de Oui. parler là, aujourd'hui, tout de suite, parce que c'est ce que j'ai dans la tête. J'ai fait pas mal de recherches, j'ai rien trouvé qui m'intéresse, donc je vais créer mon propre contenu, tu vois. Et petit à petit, ça va construire une base, tu sais, ce qu'on appelle des cocons sémantiques en SEO. Bah, petit à petit, ton cocon, il va devenir de plus en plus riche, et ça va pouvoir pousser des mots-clés plus intéressants, parce qu'évidemment, si tu vises les gros mots-clés tout de suite, bah, tu les auras pas, parce que t'as pas d'autorité, t'as pas de trafic sur ton site, enfin Google il va pas te prendre au sérieux quoi, il va te dire bon t'attends un peu toi pour que je te mette en avant. T'es mignon, toi, mais Voilà tu c'est sors ça. d'où? Et en fait ça se fait à l'envers, tu vois, la plupart des gens ils partent d'un gros mot-clé, ils se disent bon bah vas-y c'est le plus gros mot-clé de mathématiques, je pars là-dessus. Moi j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire je suis parti de petits mots-clés dont personne en a rien à foutre, mais le fait d'en rajouter plein comme ça, petit à petit, bah, le gros mot-clé, bah, il a fini par être au top parce qu'il a été porté par plein de petits articles qui n'apportent pas énormément de trafic, mais c'est pas grave. Ça montre à Google que tu es un expert sur ton sujet. Parce que Ouais, qui va aller taper 50 articles sur tes sujets de niche si t'es pas un expert là-dessus, tu vois. c'est C'est vrai. c'est ça la logique. Et tu disais un peu plus tôt que tu faisais attention, notamment pour les caractères chinois, que les gens tapaient plutôt signes chinois, par exemple. Ça, cette info-là, tu la chopes via les outils SEO, les SEMrush, les Ahrefs et tout ça, ou juste en discutant avec des gens, tes clients, et tu te rends compte qu'en fait tout le monde dit signe chinois. Juste en discutant. Toutes les semaines, j'essaye de prendre entre 3 et 5 élèves au téléphone. Tu vois, pas trop, Ok, pour pouvoir avoir des conversations tranquilles et pouvoir être posé, et surtout pouvoir digérer l'information. Et je prends des notes à chaque appel, en fait. Et vraiment, je note les mots qu'ils utilisent, tu vois. Parce que ça m'aide après pour le SEO, justement, pour faire des articles où l'introduction, elle part d'une anecdote qu'un élève m'a racontée, tu vois. Donc c'est une anecdote vraie, en fait, réelle. Mhm. Et c'est ses mots à lui, en plus. Et j'en ai rien à foutre que signe chinois, c'est moins recherché que caractère chinois sur SEMrush. J'en ai rien à foutre, parce que Ouais. c'est ce que mes élèves ont utilisé comme mot, tu vois. Voilà. J'adore cette idée d'appeler des quelques élèves par semaine. C'est, tu les contactes, c'est packagé un peu en cours que tu leur donnes gratuitement ou tu leur dis, en gros, je fais une étude terrain de mes clients. Enfin, tu leur présentes comment cette idée? Non, c'est parce qu'en fait, je tiens une petite lettre quotidienne où j'envoie tous les jours des conseils par mail. Ouais. Et souvent, un appel à l'action qui marche bien, c'est juste, bah, si tu as un projet là, tout de suite, maintenant, mais tu as envie de discuter avec moi de ton projet parce que tu sais pas comment faire ou tu sais pas par où commencer, viens, on en discute, tu vois. Et moi, je vais juste leur dire, bah, déjà, je vais écouter leur histoire un petit peu, écouter, donner des conseils si je vois qu'ils sont des blocages ou quoi. Et si j'ai un cours ou une formule qui est pertinent, je vais leur en parler, mais sans pression ou quoi, genre juste, je vais leur informer que ça existe. Mais c'est pas grave s'ils prennent pas parce que moi, de toute façon, j'ai déjà gagné dans le sens où j'ai déjà écrit un petit compte rendu de notre appel. Je connais cette histoire un peu mieux parce que souvent c'est les mêmes profils qui reviennent, mais je le connais un Ouais. petit peu mieux. Voilà, j'ai appris un truc que je savais pas, donc j'ai gagné. Et mon prochain article, il sera encore mieux grâce à ça. Voilà. J'adore cette idée de l'appel à l'action en fin d'email. Je vais te le voler, je crois. Bah en fait, c'est parce que dans tes emails, tu peux partager des anecdotes, mais s'il n'y a pas d'appel à l'action particulier, juste à partager ton anecdote, t'es content. Mm. Bon, bah, tu peux quand même finir en disant, bon, au fait, si t'as une anecdote intéressante à me partager, tu peux, hein, mais on peut se faire un petit appel aussi si tu veux. Puis voilà. Et encore une fois, il y a Trop pas bien. de, faut pas te mettre de pression, de, je sais pas quoi, vendre des Mm. cours ou quoi. Juste échanger avec un élève qui t'a de lui-même envoyé son projet et tout, c'est déjà super, hein. Ça te permet de connaître beaucoup plus de mieux le profil des personnes qui te Oui. suivent. Les projets dont il te parle, c'est plus je veux apprendre le chinois et je suis dans telle situation plus ou moins galère ou c'est des projets comme ça? Le projet, c'est toujours, j'ai un voyage en Chine, euh, donc j'ai besoin d'apprendre au moins les bases, ne serait-ce que pour Ouais. me débrouiller sur place. J'ai des personnes dans mon entourage qui sont chinoises, avec qui j'ai envie de discuter. Donc typiquement, ça va être genre la belle famille qui débarque, tu vois, ou même un conjoint, hein, tout simplement. J'ai envie d'améliorer Ouais. la communication avec mon conjoint, ça c'est une belle raison d'apprendre la langue. Et sinon, t'en as aussi qui travaillent aussi un peu avec la Chine. Alors ça peut être dans les entreprises, ça peut être dans la médecine chinoise. T'en as aussi qui font
des études par rapport à ça. Et sinon aussi, des fois, des personnes qui me disent qu'ils ont des ancêtres ou des parents qui sont en Chine avec qui ils aimeraient bien reconnecter. Donc voilà, c'est une manière aussi de... Enfin, c'est une bonne motivation en tout cas pour apprendre. Voilà. Ok. Et je crois que j'ai tout... Ouais, je crois que Ouais. j'ai fait les principaux... Ouais. Et donc, tu disais, ça faisait une belle transition aussi sur la partie que je voulais aborder, c'était tu fais des lettres quotidiennes, enfin, des newsletters quotidiennes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc on peut dire le mot newsletter. Moi, Ouais. j'aime pas newsletter parce que ça fait un peu marketing. Euh, mais c'est exactement ça. C'est ça. On va dire les termes. C'est une newsletter, mais elle est quotidienne, effectivement, et tous les jours. Ouais, presque tous les jours. Comment tu, comment tu tiens le rythme? Au début, j'y arrivais pas. Bah, pour te donner une Ouais. anecdote, la première fois que je voulais faire une newsletter quotidienne, j'ai tenu 3 semaines et j'ai explosé après. J'en pouvais plus. Genre, c'était trop dur. Et écrire un email par jour, on se croit pas comme ça, mais c'est super dur. Parce que C'est très au dur. début, tu prends des sujets, tu sais pas trop. À chaque fois, tu es frustré parce que tu aimerais en dire plus, mais t'as qu'un email pour le faire. Donc, tu te dis, je vais le faire en plusieurs fois. Tu prends du retard. Ton mail de demain, il est pas prêt. Tu te mets la pression. Enfin, c'est un galère. J'ai presque burn-out à cause de ça. Donc, ça s'est fait progressivement. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. C'est que au début, ne vise pas un mail par jour. Si t'en as jamais fait, Ouais. tu vas, c'est la route vers le burn-out. Tu vois. Moi, c'était un mail par semaine, après deux, après trois. Et plus tu en écris, plus c'est facile d'en écrire. Plus tu en écris, Ouais. plus tu as des idées pour les prochains. Et surtout, plus tu en écris, plus il y a de chances qu'il y en ait un qui marche bien, que tu pourras reprendre l'année d'après, que tu modifieras un petit peu, mais l'idée sera toujours la même. Ça te facilitera la tâche. Et au bout de 5, 6, 7 ans, tu vois, moi, ça doit faire 8 ans que j'en écris. Bon, aujourd'hui, franchement, c'est super facile, quoi. Ça me prend vraiment 10 minutes par jour, même pas à faire. Mais c'est Ok. parce que j'ai 8 ans de mail derrière, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et il ressemble à quoi? Enfin, c'est quoi? Tu donnes du contenu, tu donnes un genre de mini-cours, c'est comment? Ouais, l'idée générale, c'est qu'il faut pas que les gens puissent savoir à l'avance de quoi tu vas parler. S'ils arrivent à D'accord. savoir de quoi tu vas parler, ils vont se dire, oh là, ça me saoule, j'ai pas envie de dire. Donc il faut toujours les surprendre. Donc il faut tout le temps varier en plus. Toi, c'est ça qui est dur. C'est que si tu leur envoies un mail à chaque fois que tu sors un article, bah, ils vont savoir Ouais. au bout d'un moment que quand tu envoies un mail, ça veut dire un article. Donc ils s'en foutent, tu vois. S'ils disent, oh, mais l'article, je m'en fous. Donc il faut essayer d'avoir un petit peu de tout. Idéalement, tu veux des anecdotes, tu veux, je sais pas, des emails coup de gueule, tu veux des emails évidemment qui préviennent quand tu sors un contenu, par exemple un podcast, une vidéo ou quoi. Toi, moi, j'ai commencé comme ça, hein. C'était genre, je sortais une vidéo par semaine, donc j'avais un mail par semaine. Voilà, grosso modo. Ok. Et évidemment, quand tu sors un cours, tu vas également en parler. Mais il faut que, la clé, en fait, c'est qu'il faut que les gens qui s'en foutent complètement de ton cours, ils aient quand même envie de lire le mail. Et c'est là, en Ouais. fait, où beaucoup de gens se trompent, c'est que le contenu, par exemple, tu sors un article, c'est une excuse, en fait. Tu t'en sers comme excuse pour envoyer un mail. Mais le but de le mail, c'est pas que la personne aille lire l'article. C'est qu'elle se souvienne de toi, déjà, et qu'elle ait une petite, je sais pas, étincelle de motivation de se dire, ah oui, aujourd'hui, il faut que je bosse un petit peu mon chinois, tu vois. Parce que ça, c'est un truc qui se fait tous les jours. Dans les langues, les mails quotidiens, ça marche bien, tu vois. Parce que ça rappelle aux gens qui doivent bosser. Hmm. Voilà. Et finalement, c'est ça le but du mail, tu vois. C'est tous les jours te donner cette petit élan de motivation, même si c'est pas beaucoup, mais de te rappeler qu'il faut que tu bosses un petit peu ton chinois quand même, tu vois. Enfin, fais ta journée, mais Ok. n'oublie pas de bosser ton chinois. Et t'as combien de lecteurs quotidiens? Bah, à un moment, j'en avais 50 000, mais j'ai fait le ménage. Parce que c'est Oh, beaucoup waouh. trop. J'avais pas mal de spam aussi. Donc, j'ai fait un Ouais. gros ménage. Je suis à 10 000 aujourd'hui, à peu près, tu vois. Mais Ok. j'ai 10 dégagé. 000, c'est le nombre d'abonnés. C'est le nombre de personnes actives qui lisent les mails. Ok. Waouh. Mais en total, je sais pas combien j'en ai capturé des mails, peut-être 100 000, un truc comme ça. Mais c'est beaucoup trop. Mon En fait, Dieu. l'idée, c'est de pas viser la quantité. Ça, c'est un truc que les gens Hmm. voient pas. Parce que c'est pas comme YouTube où tu sais, tu affiches des stats visibles et tout le monde sont un peu dans un combat d'ego et tout. Ils veulent le plus d'abonnés possible, alors que ça se trouve, ils sont tous inactifs depuis des années. Ouais. Là, au contraire, tu veux vraiment une petite audience très qualifiée, mais active, engagée, tu vois. Même pour ta réputation sur les serveurs mail, c'est important, tu vois, pour pas finir dans les spams. Donc il vaut mieux très peu de mails, mais très quali, plutôt qu'une énorme base mail, mais qui s'en fout complètement de tes messages et qui finissent en spam de toute façon. Donc je fais un ménage très violent, très régulièrement, genre je vire Ouais. vraiment les gens qui ne cliquent pas ou qui n'ouvrent pas très rapidement, tu vois. Ouais. Et comment t'as réussi à créer une telle audience? Parce que même 10 000 abonnés aujourd'hui, c'est déjà énorme. T'en as capturé environ 100 000, tu disais. Tu les as chopés où, ces gens? Enfin, ces adresses mail. Bah 90% c'est Google, hein.
Ça me Le dérange un fameux peu parce que pop-up. c'est pas juste pop-up. En vérité, pop-up, ça marche moins. Moi, j'aime pas Ouais, trop non plus. Je suis en train de les virer, en fait, sur mon site, les pop-up. ok. C'est simplement, dans l'article, à un bon moment, de dire à la personne, écoute, si l'article te plaît, j'ai un cours, par exemple, d'initiation, ou j'ai un super leads magnet à te proposer, et t'as pas besoin d'un pop-up pour le faire. D'ailleurs, le pop-up, souvent, il t'amène pas les meilleures personnes, en vérité. Hmm, T'as vraiment besoin d'un bon appel à l'action naturel, très cohérent avec le sujet de l'article, et que le lead magnet derrière soit bon. Là, ça t'amène les meilleurs élèves. Voilà, donc je les ai ok. chopés 90% sur Google, euh, via le pop-up, ou enfin plutôt via les appels à l'action, parce qu'il n'y a pas que les pop-up. Euh, Ça me dérange un peu parce que je suis très dépendant de Google, ça j'aime pas trop. Ouais, Mais en même temps, je suis aussi content, enfin c'est très passif, tu vois, comme acquisition. T'as pas besoin de ouais. faire... Bah, t'es aussi sur YouTube, attends, j'avais vu. T'as presque 15 000 abonnés YouTube, c'est loin d'être dégueu, hein. Alors YouTube, c'était pour la conversion, clairement. Ça m'a aidé là-dessus. Ouais. Mais ça n'a pas fait beaucoup d'acquisitions. Tu vois, j'ai un peu triché sur YouTube parce que j'ai pas un concept qui est très viral, tu vois. C'est des petits tableaux blancs, des contenus éducatifs. C'est pas le Hmm, truc que tu regardes le soir quand t'es fatigué, tu vois. C'est plus quand tu cherches vraiment une info sur hmm. par exemple, un verbe qui t'embête. Donc c'est pas une chaîne qui était conçue à la base pour de l'acquisition. D'ailleurs, elle m'a pas apporté beaucoup. Enfin, les abonnés viennent de mes emails en fait. C'est les gens qui reçoivent les Ok, mails qui s'abonnent à la chaîne. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'abonnés en fait. ok. J'ai triché sur YouTube. Hmm. Mais en même temps, c'est une chaîne qui m'a énormément aidé pour la conversion. C'est-à-dire que les Bah gens, ouais, ils arrivent de Google, ils te connaissent pas, tu vois. C'est qui ce mec? Il a un blog, ok, il a l'air intéressant, mais je le connais pas celui-là. En plus, il me dit, il a des méthodes, machin, mais complètement. je crois pas, tu vois. Prouve-moi en fait que t'es un bon formateur avant que je m'inscrive à quoi que ce soit. Bah, va voir YouTube. Voilà, t'as 150 Ouais. vidéos, elles servent à ça, c'est une vitrine justement de mes méthodes. Si t'aimes mes vidéos sur YouTube, bah, tu vas adorer les contenus payants après derrière. Oui, et puis en plus sur YouTube, du coup, toi, c'est du coup du tableau blanc, on te voit pas, mais on entend ta voix. C'est ça, Enfin, ça te rend un peu plus humain que sur un blog. Et même exactement. sur ton blog, on voit pas trop ta tête. Enfin, tu restes assez discret, je trouve. Bah, sur le blog, voilà, c'est du texte, donc c'est compliqué d'aller créer vraiment un lien avec la personne sur du blog. Le Ouais. mail, c'est mieux parce qu'elle te lit tous les jours, mais elle sait pas qui t'es. Tu vois, il y en a même des fois qui me disent, ça se Mm. trouve, t'es un robot, t'es une IA, tu vois. Parce qu'on ne te voit pas, tu vois. Et du coup, YouTube est pas mal pour ça parce que au moins, t'as une voix qui te parle, on voit bien que c'est pas une IA. Et surtout, la méthode, tu peux quand même juger, tu vois, de mon niveau de chinois. Si tu vas voir mes vidéos, tu peux juger comme ça. Et Ouais. j'organise aussi des lives, voilà, comme on fait là, tu vois. Euh, Où là, tu peux voir ma tête et tu peux me parler, tu peux poser des Oui. questions. Tu vois bien que je suis pas un robot, tu vois. Donc, T'es un vrai humain. c'est ça. Tu vois, en fait, ça sert à créer du lien. Mais par contre, YouTube ne m'a pas fait beaucoup d'acquisitions parce que j'ai pas vraiment joué les codes de YouTube, tu vois. J'ai jamais Ouais. vraiment cherché le format qui fait beaucoup de vues ou des trucs comme ça, tu vois. Et c'est que t'as pas envie de le faire, ça te fait pas rêver, ou tu te sens pas capable de le faire, ou enfin, En c'est fait, quoi? pendant longtemps, j'étais fâché avec YouTube. Juste, j'aimais pas les créateurs qui faisaient du putaclic ou les créateurs qui Ouais. surfaient sur des tendances. Parce que quand je consommais ce contenu-là, j'étais toujours déçu, tu vois. Je me disais, c'est nul, enfin, Mm. c'est chiant, quoi. Donc pendant très longtemps, j'étais fâché avec YouTube. J'utilisais YouTube comme une plateforme d'hébergement, quoi. J'aurais pu mettre ça sur Ok. n'importe quel serveur vidéo, ça aurait fait pareil, tu vois. Mais là, aujourd'hui, j'ai changé d'avis. YouTube, Ouais. maintenant, je suis beaucoup plus en paix avec. Et là, j'ai comme projet justement bientôt de reprendre des vidéos et je m'autorise cette fois beaucoup plus de concepts, formats, peu importe. Je suis Ok. beaucoup plus en paix avec YouTube, ouais, maintenant. Ouais. Et je pense que je vais reprendre là bientôt les vidéos. Oui. Oui, je viens de regarder la dernière vidéo, là, c'était il y a 3 ans, ça fait un moment que t'as pas posté. Ouais, Mais 3 ans. est-ce que, vu que c'est un peu des formats des mini-cours, tu vois, à chaque fois sur un sujet hyper précis, on pourrait penser que ça se positionne un peu en YouTube SEO, tu vois, et que finalement Ouais. tu fais la même chose que sur Google, mais sur YouTube. Est-ce que c'est le cas? Ou, enfin là, t'as 0 visite ou t'en as quand même un peu, enfin des vues, Non, pardon. non, parce qu'en fait, j'ai pas non plus optimisé les titres, j'ai pas non plus. Tu peux faire du SEO sur YouTube, c'est vrai, t'en as qui le font très bien, Ouais. mais il faut y penser avant. C'est-à-dire que il faut Oui. choisir les sujets de façon cohérente, il faut aussi essayer d'utiliser les bons mots-clés, comme tu disais tout à l'heure. Moi, j'ai pas fait tout ça, tu vois, j'en avais rien à faire de YouTube, vraiment. J'utilise ça comme une plateforme d'hébergement. Ouais. J'aurais pu mettre ça ailleurs, ça aurait fait pareil, tu vois. Donc, pas du tout. Mais ça se fait, il y en a qui y arrivent. Ouais. Et là, si tu reprends juste tes titres, ça peut pas se faire parce que t'as quoi? T'as 145 vidéos, je vois, c'est énorme comme catalogue. Il y en a quelques-unes hein, qui référencent, c'est vrai. Ouais.
Mais pour le référencement, j'ai le blog qui fait... les stats, c'est n'importe quoi. 99% de l'acquisition, c'est le blog, tu vois. Il y a des fois, de temps en temps, une fois, qui arrive par YouTube. Ok, d'accord. Le plus marrant, c'est quand tu demandes aux élèves, tu m'as connu où? Ils vont toujours te dire YouTube. Mais c'est pas vrai. Tu peux voir dans l'historique. Il t'a connu sur Google, mais il te connaissait pas. Il savait même pas qui t'es. Un jour, il reçoit une vidéo YouTube de toi. Il se dit, ah, tiens, c'est pas mal. Et là, il te connaît. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Tu les as marqués avec YouTube, mais... YouTube, c'est la meilleure plateforme de conversion. Mais alors, pour faire l'acquisition, si tu fais pas du putaclic, c'est un peu dur. Ouais. Ou du SEO. Le SEO, YouTube. Tu peux essayer. Ouais. J'ai jamais fait sur YouTube, mais j'ai vu des personnes qui le faisaient et qui s'en sortaient bien. Ouais, ça marche pas mal. Moi, j'en ai quelques-unes qui sont bien en SEO YouTube et qui te font quelques vues tout le temps. Et après, c'est de la longue traîne, tu vois. Si tu as 100 vidéos comme ça, avec chacune un tout petit peu de vues, bah, ça te fait beaucoup de vues à la fin qui restent, quoi. C'est ça. Et surtout, YouTube, faut alimenter, tu vois. Faut tout le temps être actif. Ouais. Et c'est dur de créer du contenu vidéo. Hein. Il y en a qui surestiment, mais le contenu écrit a énormément d'avantages par rapport à la vidéo. Donc, faut pas sous-estimer ça. Ah oui. Et tu écris tout seul ou tu te fais coécrire avec l'IA? Alors au début, j'écrivais tout seul, 100%. Ouais. Ensuite, je me suis fait aider par des rédacteurs web qui m'ont vachement appris, en fait. Parce que, tu vois, moi, je suis pas rédacteur web de métier. Hein. Donc, en fait, en travaillant avec des rédacteurs web, j'ai vu comment ils faisaient. Donc, je me suis dit, c'est pas con. Ah, c'est pas mal cette accroche. Tiens, c'est bien comment ils structurent et tout. Ouais, j'ai appris comme ça. Et tu vois, dans mes articles, quand c'est un rédacteur qui l'écrit, je mets la personne qui a écrit, vraiment. Donc, parce que c'est aussi une manière de lui donner du crédit et de la remercier pour son travail, etc. Donc, j'ai fait comme ça. Et aujourd'hui, j'utilise beaucoup d'IA. Ça va être pour corriger les fautes, parce que j'en fais encore. Et surtout, ça va être mes idées, ça va être mes anecdotes, mes contenus, mais structurés par une IA, pour voir un peu, genre, différentes structures. Ça me permet d'avoir différents articles en un claquement de doigts, tu vois, et de voir quelle structure résonne le mieux avec ce que j'ai envie de créer, tu vois. C'est plutôt comme ça que je le fais. Ça me permet d'avoir tout de suite 10 versions d'un même article, et comme ça, moi, je regarde celui qui me plaît le plus. Mais c'est mes idées, c'est mes contenus, c'est mes mots, des fois. Et surtout, tu dis pas à l'IA, optimise-moi ça pour le SEO. Sinon, tu te retrouves comme tous les blogs qui sont sur Google, avec un truc chiant à mourir. Donc, c'est plutôt comme ça que j'utilise, tu vois. Ok. J'aimerais qu'on parle un peu maintenant de ton programme payant. Enfin, qu'on en reparle, vu qu'on l'avait effleuré précédemment. Enfin, de tes programmes, pardon. On est dans quelle gamme de prix, à peu près? Alors, j'ai essayé de faire toutes les gammes possibles. Donc, ça part du toute petite ressource, le cahier d'exercice, 30 €, ou le manuel, à peu près dans ces eaux-là, tu vois. Donc, ça, c'est vraiment l'entrée de gamme, tu vois. Ensuite, tu as donc des programmes payants, donc ça va être des formations vidéo. Là, on est autour de 100 €. Tu vas jusqu'entre 100 et 500, ça dépend combien de modules tu veux, tu vois. Parce que j'aime bien que les élèves puissent se construire leur petit programme sur mesure. Et ça va jusqu'à l'accompagnement avec un professeur, où là, tu as un prof qui te suit semaine par semaine, donc ça va être aux alentours de 2000 €, tu vois. Sachant que c'est un programme qui dure plusieurs mois, évidemment. Et c'est un humain aussi qui t'accompagne, avec qui tu discutes chaque semaine. Donc, ça va monter à peu près jusque ces eaux-là. Et on propose aussi des voyages en Chine, enfin plutôt des échanges linguistiques. Si tu veux, par exemple, aller vivre 3 semaines dans une ville chinoise avec des cours le matin et des activités à faire la ville l'après-midi, on peut. Mais là, évidemment, tu as encore un budget au-dessus parce qu'il faut payer le billet d'avion, tu vas avoir le logement, l'hébergement, la nourriture et les cours. Même si la Chine, ça coûte moins cher que la France, il y a quand même un prix, tu vois. Donc ça va jusqu'à, il n'y a pas de limite, en fait, à combien de temps tu veux partir en Chine. Mais l'idée, c'est de pouvoir servir tout le monde. Voilà. Ok. Et comment, donc dans ce grand catalogue, comment tu as décidé, je veux faire tel produit, telle formation, comment tu as choisi tes sujets? Alors, comme je te disais en tout début d'intro, j'ai vachement documenté mon propre apprentissage. C'est-à-dire que quand j'apprenais le chinois, j'avais mon petit fichier, tu vois, Evernote, là, où je notais jour après jour ce que je faisais. Et donc, j'ai simplement repris ce fichier et puis j'ai structuré ça sous forme d'un parcours, quoi. Quelqu'un qui débute de zéro, par où il devrait commencer, qu'est-ce qu'il devrait faire en premier. Et donc, c'est des petits modules qui se suivent comme ça, les uns après les autres. Et c'est comme ça que j'ai construit la gamme, en fait, en partant dans l'ordre. Ok. Et comment tu leur mets un prix
sur ces choses qui sont intangibles. Je mets de côté là où il y a l'accompagnement avec un vrai humain, mais je trouve que mettre un prix sur une formation en ligne où toi, comme moi, en tant que formateur, t'as passé du temps à le créer, mais après, là, c'est le coût d'hébergement, c'est rien. Euh, et tu passes pas spécialement plus de temps avec la personne à lui délivrer le produit. Comment tu te dis, ça, cette formation, elle vaut 100 euros, elle vaut 500, elle vaut 10. Comment tu crées, toi, ton prix? Ouais. En fait, tu as plusieurs critères que j'utilise. Bon, déjà, évidemment, il y a la durée du programme, hein. Si c'est une formation qui dure 2 heures ou si c'est une formation qui est prévue pour 1 an, ça va pas être le même prix, bien sûr. Ouais. Ça dépend de la quantité de contenu qui est dedans. Parce que souvent, je vois des créateurs qui, par exemple, partent sur un programme d'1 an. Donc c'est super, tu peux vendre ça très cher, mais le problème c'est après il faut le créer le produit, tu vois, enfin, c'est long 1 an de cours, hein, à créer. Oui. Donc il faut prendre ça en compte. Il faut voir aussi tout ce que tu mets dedans en plus. Donc ça peut être les petites ressources, les PDF, les outils, les bonus, les machins. Est-ce qu'il y a une communauté avec ou pas? Est-ce que tu fais du coaching derrière ou pas? Est-ce que ça te prend du temps ou pas? Est-ce que tu comptes mettre à jour ou pas ton contenu? Typiquement, si tu es sur une thématique qui change beaucoup, bah, il va falloir compter en plus le temps où tu vas mettre à jour la formation parce que les outils évoluent, Ouais. peut-être les réglementations évoluent. Je pense à toi notamment, si tu es dans le web, ça change tout le temps. C'est l'enfer. Moi, j'ai la chance dans le chinois, c'est que c'est une langue qui va pas changer là, tout de suite, maintenant. Tu vois. Peut-être dans Ouais. 10, 15, 20 ans, j'en sais rien, mais en tout cas, les caractères seront toujours les mêmes dans 10 ans. Tu vois. Donc, Ouais. je mets à jour quand même les formations, mais ça va être surtout des outils ou des ressources en plus. C'est pas tout refaire, quoi. Tu vois. Donc, la question clé que je me pose quand je veux définir un prix, c'est à combien tu serais prêt, toi, à mettre pour ce type de contenu. Parce que je te donne un exemple, si tu écris un manuel de chinois, j'en avais sorti un l'année dernière, la question c'est à combien je le propose. Bah, je suis allé dans une librairie, je suis allé regarder à combien coûte un manuel de chinois dans une librairie classique, combien psychologiquement tu es prêt à mettre dans un manuel de chinois. J'ai juste regardé le prix des autres livres, hein, tout simplement. Et j'ai vu qu'à peu près entre 20 et 30 euros, c'est pas mal pour un prix d'un livre. C'est à peu Ok. près ce qu'on imagine du prix d'un livre, tu vois. Voilà, c'est comme ça que je fais. Je trouve ça hyper honnête et terre à terre parce que je vois là, moi, et puis je rencontre plein de gens via ce podcast. Il y a des prix que je trouve hallucinants, je ne donnerai pas de nom, mais ou même ou des PDF, enfin des livres qui sont vendus au format PDF, qui font pas plus gros qu'un livre et tout ça, mais d'un coup, il coûte 150 euros le truc. Et ok, si c'était en librairie, en plus, t'as le coût de production du prix physique et tout, et il serait Ouais. pas à 20 euros, enfin, il serait 20, 30 euros max, tu vois. Pourquoi là, il est à 150? Et alors, tant mieux s'ils arrivent à le vendre, tu vois, tant mieux pour eux. Mais il y a des prix, des fois, je me dis, mais comment t'en arrives là? C'est ouf. Après, il y a une question aussi qu'il faut se poser, c'est l'impact que tu vas avoir. C'est sûr que si c'est un Ouais, livre qui t'apprend à changer de vie, à trouver l'amour de ta vie et avoir le corps de tes rêves, les tout en trois, enfin tout combiné, bah oui, tu peux le vendre un peu plus cher, bien sûr. Mais tu as intérêt de tenir ta promesse parce que voilà, ah oui. faut. Donc il y a dans toutes les thématiques, hein, il y a toujours un gars ou deux qui fait de la merde là-dessus. Euh, c'est dommage parce qu'en fait, la formation en ligne, ce que les gens savent pas, c'est que c'est très dur à vendre. Et, euh, Ouais. et les gens sont réticents, surtout ceux qui n'ont jamais suivi de formation en ligne, ils savent pas au début, ils se méfient, et ils ont raison, tu vois, il y a beaucoup d'arnaques. Mais quand ils ont une bonne expérience, en général, ce qui se passe, c'est qu'après, ils vont rejoindre aussi plein d'autres formations. C'est-à-dire que si toi, tu arrives à faire le premier pas avec ton élève, il y a de grandes chances que cet élève, tu le retrouves après partout ailleurs, dans tous les autres formateurs. Mm. Donc ça bénéficie à tout le monde, en fait, dans la thématique. Mm. Et au contraire, C'est quand il vrai. y a un débile qui fait des programmes à 10 000 euros et c'est des PDF derrière, après, les gens, ils sont dégoûtés, ils vont plus jamais rejoindre de formation en ligne, tu vois. C'est dommage. C'est vrai. C'est vrai. J'aime bien cette idée de que s'il y en a un et que ça se passe bien avec un client, en fait, ça bénéficie à tout le monde et que c'est pas de la concurrence, finalement, il y en a juste un qui est une porte d'entrée dans un univers, quoi. J'aime Mm. bien. Mais c'est pareil pour toi ou pour moi, hein. Tu sais, la première formation en ligne que tu as suivie, je sais pas si tu t'en souviens, mais moi au début, j'étais en mode, c'est quoi cette arnaque, tu vois? J'ai utilisé PayPal pour être sûr, tu vois, pour pouvoir chargeback si jamais c'était une arnaque. Et après, je me rends compte que c'est trop bien qu'en l'espace d'une semaine, j'ai plus appris que 3 ans d'entreprise. Ouais, Et qu'est-ce qui se passe après? Eh ben, t'en suis d'autres, puis plein encore d'autres, chez tout le monde, tu prends tout ce qui passe. Enfin, c'est comme quelqu'un qui découvre un type de film qu'il aime bien, après il prend tous les réalisateurs, tu vois, il s'en fout, il aime ce c'est type vrai. de film. Donc c'est pour ça que c'est important
de pas voir les autres formateurs comme des concurrents, mais vraiment comme des partenaires. C'est que tu le veuilles ou pas, tu travailles avec les autres en fait. Et chacun Ouais. apporte les élèves mutuellement. Et tout ça, donc cette vente de tous tes produits et tout, tu es sur un chiffre d'affaires de combien à l'année? Si tu es OK d'en parler, tu as le droit de me dire non, hein. Mais d'avoir juste un ordre d'idée. Ouais, donc aujourd'hui, bah, en fait, ça a été une croissance très lente, parce que le SEO, Ouais, malheureusement, c'est très lent. Mais ça a été une croissance constante depuis le lancement. Donc, il y a eu pendant le trop bien. Covid un pic, mais après, ça a été un peu corrigé. Mais si tu veux, ça fait une petite croissance tranquille. Le SEO, faut vraiment pas être pressé, tu vois. Genre, ça va monter, ça prendra le temps qu'il faut, mais tu vas tranquillement monter, voilà. Donc, au début, bon, je gagnais des clopinettes, puis après, petit à petit, ça a monté. Aujourd'hui, bah, je peux en vivre tranquillement. Je te dis, j'ai accompagné plusieurs milliers d'élèves, donc c'est une activité qui marche bien. Et surtout, moi, le plus important, c'est que ça me dégage du temps, tu vois. C'est ça qui est le plus Ouais, important, c'est que ça te permet après de faire des projets que t'aimes sans y passer 12 heures par jour, tu vois. Moi, typiquement, les 2, 3 dernières années, j'ai beaucoup passé de temps avec mes enfants. Ça, c'est incroyable, tu vois. Pour moi, c'est le plus beau revenu du monde. De pouvoir aller oui. jouer au ballon après l'école dans le parc avec ton fils ou de pouvoir euh, faire des activités le mercredi, tu vois, ou même le week-end. Voilà, ça, pour moi, c'est tout ce que j'espérais de cette activité, tu vois. Après, évidemment, si tu fais plus d'argent derrière, c'est cool parce que tu peux investir plus. Tu peux recruter Mm. des gens, tu peux recruter une équipe. Je travaille avec des entrepreneurs qui, eux, par exemple, recrutent toutes les semaines, ils ont une nouvelle personne qui rejoint l'équipe. Ouais. Moi, j'essaie vraiment de rester solo parce que je veux pouvoir avoir le maximum de liberté possible, tu vois. Je veux pas me lever le matin et me dire, aujourd'hui, je vais faire que du management. Même si je sais le faire, j'ai pas envie de le faire. Mm. Donc voilà, c'est une activité qui est tranquillement en croissance. Ouais. Et t'as bien raison du truc solo, ça me fait rire parce que là, ces derniers mois, j'ai enregistré pas mal d'interviews comme ce qu'on est en train de faire. Et il y en a notamment qui avaient des équipes et des trucs et qui me disent une fois que la caméra est coupée, donc on parle toujours un peu et puis ils me disent, bon, conseil que je pouvais pas te dire en caméra, mais n'embauche pas. Genre, reste seul. Mais c'est vrai. C'est trop bien pour développer ton business, mais ça te. Enfin, pour l'aspect business et pro, c'est trop bien, tu vois, mais c'était plus, j'ai perdu ma liberté en embauchant, tu vois. Donc, C'est si ça. c'est la liberté qui est importante pour toi, n'embauche pas. Je te fais passer le conseil. Et en fait, un truc aussi, j'avais une équipe à un moment, tu vois, de 4, 5 personnes. Euh, Ça te met une pression financière énorme. Tu es obligé chaque mois de performer. Il faut payer tout le monde après, tu vois. Et toi, tu te payes en dernier. Si tu te payes, des fois, tu es Si négatif tu même. te payes. Donc, non seulement tu perds ta liberté, mais surtout, tu as une pression financière sur les épaules que t'as pas besoin en vrai, tu vois. Genre, moi, le matin, j'aime bien me lever et me dire, aujourd'hui, je peux travailler sur le contenu que je veux. Mon calendrier est vide j'ai juste à écrire sur les sujets qui m'intéressent et c'est super. Ma journée sera très bien comme ça, tu vois. Et je veux que ça reste Oh, comme c'est ça. génial. Pas de management, de call ou je sais pas quoi, des problèmes à résoudre, machin, il s'est embrouillé avec truc, il faut résoudre le... Non, non, non. Oh non, pas d'humains, que des Pas de- robots. Non, non, tu peux travailler avec des humains, tu vois, c'est ce que je fais avec les professeurs natifs. Mais Oui, ils s'autogèrent quelque part, si tu veux. Ils n'ont pas besoin de moi, quelque part. Ça, c'est le point oui, oui. important. C'est que t'es pas le goulot d'étranglement dont tout le monde dépend. Et si t'as pas tranché à la fin de la journée, les choses n'avancent pas, tu vois. Ça, tu ne veux pas. Tu veux des choses qui avancent Ouais. toutes seules sans toi. Et tu disais plus précédemment aussi que tu avais eu un gros... que le Covid t'avait amené beaucoup de gens qui avaient plus de temps à occuper et qui du coup ont voulu apprendre le chinois. Là, le Covid s'est terminé. Est-ce que ça, a- ça a été très significatif, l'arrêt de... Enfin, est-ce que tu as vu une chute après dans tes visites? Ça s'est passé comment? Ouais, j'ai enregistré au cours des 10 dernières années, il y a une année de chute, ouais, une année de chute. C'était en 2022 exactement. Alors, il y a eu Ok. plusieurs raisons. Pas que le Covid. Et effectivement, il y avait le Covid. Le Covid, c'était parce que la Chine était fermée au monde depuis 3 ans, alors que tous les autres pays étaient ouverts. Donc, tu avais des étudiants qui apprenaient le chinois depuis 3 ans dans l'espoir de Mm. partir enfin faire leur échange. Et là, on leur annonce pour la troisième année de suite que la Chine est fermée et qu'en plus, ça part en complète sucette. Je ne vais pas revenir sur ces événements-là, mais tu prends n'importe quel article sur la Chine en 2022, tu vas voir, ça se passait pas bien. Donc, ce qui se passait, c'est que beaucoup de gens avaient abandonné leur projet et je les comprends, tu vois. Donc, il y a eu ça.
Il y a eu le fait que j'ai déménagé aussi à cette année-là, donc je suis passé de la Chine vers la France, ce qui m'a engendré beaucoup de paperasse, d'administration, des trucs pas super utiles, mais bon, faut le faire, tu vois. Enfin, c'était pas ma passion de refaire tout, enfin, faut tout refaire, tu vois. Par exemple, les impôts, la CEPAM, la Oh, Sécu, il faut inscrire les enfants aux écoles, il faut trouver un logement, faut tout refaire. Donc, ça m'a pris le du temps. bordel. C'était long. Et pour rien arranger, fin de l'année, tu as eu guerre en Ukraine, je crois, prix de Ouais. l'électricité qui part en sucette, inflation de malade, les gens étaient en stress total, pas du tout une bonne ambiance. Viens, on se forme, on apprend des langues, ça va être cool. Non, Viens, on non, non, apprend le c'est chinois. viens, on remplit le frigo pour l'hiver, on sait jamais, tu vois, c'est plutôt ça. On achète plein de PQ. Grosse année de merde. C'est la seule année de baisse que j'ai eue, honnêtement. Après, c'est Ok. repris. Dès que la Chine a réouvert, c'est reparti. Ah bah trop bien. Et je rencontre pas mal, moi, d'entrepreneurs, de créateurs de contenu, tout ça. Euh, Il y en a beaucoup qui ont une audience ou qui des fois ont du mal même à créer l'audience. Et ceux qui ont l'audience, ils savent pas trop la monétiser, tu vois, ou ils le font moins bien. Toi, ça a l'air parfaitement ok. Comment t'as réussi, enfin, quels sont selon toi tes forces ou tes éléments de succès, tu vois, dans cette aventure? Qu'est-ce qui a fait que toi, t'y arrives alors qu'il y en a d'autres qui y sont pas arrivés? Alors, faut tout relativiser, hein. Quand tu dis moi j'y arrive, il y a Oui, toujours plus gros que soi, hein, t'inquiète pas. Euh, complètement. Mais t'arrives à en vivre. ouais. T'as le temps que tu veux, de la liberté que tu veux. Enfin, tu vois, t'as le mode de vie qui a l'air d'être OK avec ce que tu voulais. Il y en a qui n'arrivent pas encore à faire ça, tu vois, le faire en job à plein temps. Ouais, Enfin, en job unique, je veux dire. ok. Qu'est-ce que toi a fait que tu as réussi? En fait, le concept clé qui est derrière ta question, c'est il faut comprendre que dans cette industrie, donc la creator economy, les gens qui créent sur le web, tu as trois gros types de contenus à créer qui sont complètement différents. Et il va falloir que tu sois bon dans au moins deux. Idéalement trois, alors les trois c'est rare, mais c'est les stars. Mais idéalement deux, donc c'est-à-dire le contenu gratuit qui va te permettre de te faire découvrir. Tu as le contenu payant qui va te permettre d'en vivre. Et surtout, tu as le contenu que presque personne ne fait attention, mais qui est aussi important que les autres. C'est le contenu privé qui te permet de créer du lien avec ton audience. Ça, par exemple, les youtubeurs, ils sont complètement nuls là-dedans. D'ailleurs, ils commencent à le comprendre un peu, tu vois. On commence à avoir des youtubeurs qui sont énormes, qui ont des communautés de plusieurs millions de personnes, mais qui des fois galèrent à générer des sous, à commencer à créer des lives, tu vois, par exemple. Voilà, parce qu'ils ont compris Mhm. que 100 personnes en live devant toi, ça vaut beaucoup plus que par exemple 10 000 abonnés fantômes sur YouTube, tu vois. Donc ils commencent à créer du contenu privé qui te permet de créer du lien avec l'audience. Moi, j'ai été bon sur deux. Le troisième, je me considère pas bon honnêtement, hein. Le contenu gratuit, c'est-à-dire qui te permet de te faire découvrir, à part le SEO, où effectivement ça marche bien, on peut pas dire que sur YouTube, je suis un créateur très connu, tu vois. Ça a changé peut-être, on sait pas. Mais en tout cas, c'est pas du tout ma force. Moi, j'ai été vraiment bon sur contenu payant. Évidemment, si tu es formateur, il faut que tu sois un bon pédagogue, hein, ça t'as pas le choix. Mais bon, si tu Mhm. veux devenir professionnel, c'est qu'a priori, tu l'es déjà. Et surtout, contenu privé. Il faut pas le négliger, celui-là. Je sais que c'est celui qu'on voit le moins, parce qu'on le voit pas, hein, il est privé. C'est par mail ou par WhatsApp, ou il y en a qui font Telegram aussi. Enfin, prends le canal que tu veux. Mais en tout cas, fais attention à ce que les gens créent du lien avec toi. Et ça passe par un contenu privé, forcément. C'est-à-dire du contenu qui va apporter beaucoup de valeur, mais à très peu de personnes. Là où le contenu gratuit, tu vas apporter peu de valeur, ou pas beaucoup, mais à beaucoup, 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 beaucoup de gens. C'est typiquement un Mhm. youtubeur. C'est pour ça que souvent on a l'impression, on voit des youtubeurs qui ont genre 300 000 abonnés, ils font une vidéo, ils font ouais, je galère, faites des dons sur Tipeee, tout ça. Toi, t'es créateur, tu survis avec une audience de 3000 personnes. Tu te dis, mais comment tu peux mendier sur Tipeee alors que t'as 300 000 abonnés? Mais t'es un malade. Ben, en fait, c'est parce il a pas le contenu privé. Et lui, il lui en Mhm. manque un aussi, tu vois. C'est juste que vous avez pas le même qui vous manque. Mais tu vois, il faut que Oui. tu sois bon dans les trois. Si tu arrives à être bon dans les trois, voilà, t'es une star. Tu vois. Il y en a très peu hein, qui arrivent à être bon dans les trois. J'en connais quasiment pas. J'adore cette vision des trois contenus gratuits, privés, payants. Je l'avais jamais pensé comme ça. Merci. Et je te trouve par contre un peu sévère en disant que t'es nul dans le gratuit. Non, le 80 gratuit. 000 visiteurs mensuels sur un blog, t'es pas nul dans du gratuit. Après, faut se méfier des stats parce que bon, déjà le SEO c'est assez ingrat, les gens ne voient pas les stats. Donc, t'as beau avoir le Ouais. plus beau site, le plus visible du monde, bah, les gens le savent pas en fait. Sauf les référenceurs SEO qui veulent te spammer de backlinks, mais eux, c'est pas tes potes. Donc, faut te méfier de ça. Et puis surtout, faut te méfier de la qualité du trafic. T'as des mots-clés effectivement Ouais. qui te rapportent beaucoup.
Tu vois, typiquement, là, actuellement, je crois que je suis premier sur le mot horoscope chinois ou un truc comme ça. Ça n'a aucun intérêt, d'accord? Alors oui, ça me rapporte C'est vrai. 5000 visites par jour, juste sur ce mot-clé-là. Mais c'est du contenu de merde, enfin, c'est du trafic de merde, clairement. Je préférais même ne pas être dessus, tu vois. Et même, je me suis posé la question, est-ce que je supprimerais pas cet article ou pas? Parce que c'est pas du bon trafic, en fait. Donc il faut aussi te poser la question, est-ce que c'est les bonnes personnes qui sont visées? Hmm. Et le SEO, c'est assez ingrat hein, comme façon de travailler. Tu travailles tout le temps dans le noir. Des fois, tu es premier, tu sais pas pourquoi. Après, il te repasse dernier, tu sais toujours pas pourquoi. Ça dépend aussi des autres. Et puis, tu as des pics des fois par saison. Tu sais pas non plus pourquoi. Si t'es pas premier dans le pic, c'est chiant. Après, tu repasses premier, mais le pic, c'est terminé. Donc, ah mince, si j'avais été premier à ce Ouais. moment-là, ça aurait été mieux. Donc, ne misez pas tout sur le SEO. C'est très, très ingrat comme Hmm. façon de travailler. Même si, effectivement, quand ça marche, bon, bah, ça tourne tout seul, hein, t'as plus rien à faire, hein, c'est automatique le truc. C'est fantastique, ouais. Quand on crée du contenu sur Internet, je trouve qu'il y a toujours un moment où on doute. Enfin, c'est plus même quand on fait de l'entrepreneuriat. Il y a des grosses phases de doute. Toi, est-ce qu'il y a un moment où t'en as eu marre, t'as eu envie de jeter l'ordi, tu dis j'arrête, Chinois Tips, c'est bon, ça me saoule. À part la phase du début de traverser du désert, tu vois, mais un moment où ça marche, tu vois, et où c'est ton métier, ça va, tu arrives à en vivre, mais genre ça te saoule. Est-ce que t'as eu Ouais, un moment comme ça? bah tout le monde, hein. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans Ouais. le chinois. Tu t'imagines bien qu'il n'y a pas eu tout que c'était pas toujours tout rose, hein. En fait, moi, les phases que j'ai eues, c'est au début, donc traverser du désert. Là, t'as pas le choix, tu dois être déterminé. Tu dois être prêt à mourir pour ton truc. Tu dois être vraiment, faut aller, faut que ça fasse mal, tu vois, faut que ça fasse mal. J'ai eu des moments durs, mais j'étais super motivé à cette époque. Ensuite, Ouais. j'ai eu la chance du Covid qui m'a propulsé incroyablement. Là, j'ai travaillé comme un dératé tous les jours pour créer justement l'école pour les élèves qui arrivaient tous les jours. Et il y a eu Ouais. la phase post-Covid où là, j'ai fait, bon, là, il me faut des vacances. Ok, ça fait 5 ans que je bosse tous les jours, sans week-end, sans nuit même pendant un an à cause des enfants. Je n'ai fait que bosser. En plus, c'était le confinement. Je travaillais dans une chambre d'hôtel. Je pouvais pas sortir. Il me faut des vacances. Ok. Donc, je me suis pris des vacances, un gros break, tu vois, genre de 6 mois. Bah, c'était 2022, tu vois. Justement, c'est l'année Ok. où tout s'est un peu pété la figure. Mais au moins, j'ai pris mon break, tu vois. Et ça m'a fait un grand bien de pouvoir enfin respirer. Et l'avantage du SEO, c'est que même quand tu es en break, ça continue d'arriver, en fait. T'es pas à Hmm. zéro, hein, si tu veux. Mais effectivement, si tu es plus actif et que tu fais plus de nouveaux contenus ou quoi, à un moment, les gens, ils vont comprendre que t'es plus là, tu vois. Mais bon, j'étais en break, en Ouais. tout cas. Et après, je suis revenu petit à petit. J'ai repris goût à la création. Il faut essayer de pas perdre goût à la création. C'est ça qui est important, tu vois. Hmm. Il faut essayer de garder la curiosité, de toujours te dire il y a des trucs à apprendre dans ta thématique. Même si tu y es depuis 10 ans, tu as encore des trucs à apprendre. Et tu t'y remets petit à petit et tu essayes de faire un style de vie qui te plaît. Faut pas passer 14 heures par jour et puis burn-out pendant 3 mois après, tu vois. Donc, essayer de Ouais. travailler l'équilibre. Tu vois, moi aujourd'hui, j'ai suivi l'interview que tu avais faite là, avec, je sais plus comment elle s'appelle, la fille qui fait de l'affiliation, qui disait qu'elle avait un lifestyle de mamie. Ça m'avait marqué parce que Ah, c'est Nina. Nina Nina, Avo. voilà. Ça m'a fait Oui. marrer parce que mon épouse me dit souvent, mais toi, t'es un retraité. En fait, t'as un style de vie de retraité, quoi. Tu travailles le matin, tu fais tes petites courses au marché, tu vas chercher les enfants, vous allez jouer au parc, t'es tout le temps avec des retraités, en fait. Et je dis, bah ouais, carrément, mais je trouve que les retraités, ils ont le meilleur lifestyle du monde, tu vois. C'est la vie. C'est la vie de rêve. C'est trop bien. Et retraité veut pas dire inactif. Ça veut dire que je jure, tu gères ton temps comme tu veux, tu vois. Et Ah c'était ouais. trop bien. Moi, j'ai cette idée-là de, voilà, je travaille le matin ma création, l'après-midi, je fais d'autres trucs, et puis le soir, je m'occupe de mes enfants, tu Nina la mamie, j'avais oublié. vois. Ouais, bah Parce que je Alex l'ai le enregistré il papy. y a plusieurs mois, j'avais oublié. Bah, trop bien, merci beaucoup. J'aime bien terminer ces échanges. J'ai 5 questions-réponses. Du coup, tu les as peut-être déjà connues. Enfin, si tu es familier avec le principe, je veux dire, si tu as déjà écouté des épisodes. J'ai écouté quelques épisodes. Je Ok. t'avais découvert avec celui sur Stan à l'époque. Ouais. Mais je me souviens plus des questions parce que c'était il y a longtemps, hein. Non, alors, c'est pas les mêmes questions pour tout le monde, mais l'idée, c'est juste, je te pose 5 questions. Tu réponds vite. Genre Ok, un mot ou une phrase. C'est pas de s'étendre, c'est juste, voilà. Et il n'y a pas de piège. T'as le droit de ok, dire Joker, ceci dit, mais il n'y a pas de piège. ok, d'accord. Alors, première question. Bon, tu as déjà un peu répondu, mais est-ce que le chinois est la langue la plus difficile du monde? Alors, plus difficile, je sais pas, il faudrait apprendre toutes les langues, mais en tout cas la plus fun. Ok. Quel est le meilleur moyen de trouver une idée de business aujourd'hui? Euh,
de mon expérience, c'est arrête de chercher une idée, prends la moins pire idée de ta liste, fais-la, et là, tu vas avoir des bonnes idées. Ok, j'adore. Troisième question. Quel est le meilleur endroit pour construire son audience aujourd'hui? J'aime pas dire ça, mais je pense que c'est les réseaux jeunes, là, TikTok, Instagram, je sais plus c'est quoi les autres, Snapchat peut-être. Les réseaux J'aimerais jeunes. te dire, j'aimerais te dire le blog, les livres et tout, mais non. Aujourd'hui, si tu veux aller le plus vite, je pense que c'est ça. Ok. Quatrième question. Combien de temps faut-il vraiment pour parler chinois? Bah en vrai, tu prends un cours, hein, tu sais dire une phrase, tu parles chinois techniquement. Après, si c'est te débrouiller au quotidien, je dirais, il faut au moins faire 3 4 mois où tous les jours tu travailles un petit peu, mais le plus important, c'est la pratique. Tu vois, il y a des gens qui arrivent à jouer au piano tout de suite parce qu'ils connaissent 3 accords et puis ils ont appris un morceau Mm. par cœur. Tu les entends jouer, tu te dis waouh, mais tu joues depuis au moins 3 ans, toi. Et en fait, le mec, il a juste suivi un tuto sur YouTube la veille, tu sais. Donc, voilà, il faudrait définir c'est quoi le niveau que tu veux et qu'est-ce que tu veux être capable de faire et tout. Mais techniquement, tu peux parler très vite, hein. Surtout que le chinois, c'est pas une langue compliquée à l'oral. Vraiment, tu parles Mm. comme un robot, quoi. Moi, manger poisson demain et c'est bon, quoi. Les gens, ils comprennent, hein. Et dernière question. Est-ce que le SEO est encore une opportunité en 2026? Bah oui, je sais que beaucoup de gens disent le SEO est mort. Tu sais, moi, ça fait 10 ans que j'entends le SEO est mort. Le blog est mort. Ah, il est mort tout Les le temps. newsletters, Ouais. c'est foutu, faut arrêter, c'est fini. Ça n'a jamais cessé d'augmenter depuis 10 ans pour moi. Alors, je peux pas te dire que ça c'est mort, tu vois. Au contraire. Par contre, est-ce que c'est le plus fun à faire? Non, clairement, c'est chiant. Le SEO, c'est Mm. du grind. Mais oui, il y aura toujours des gens. En fait, tant qu'il y aura des gens qui font des recherches sur Internet, il y aura du SEO. Voilà. Mm. Après, peut-être ça va bouger. Hein. Peut-être c'est plus Google qui sera premier demain. Ce sera peut-être, je sais pas, moi, ChatGPT, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y aura toujours des gens qui font des recherches. Tu vois, YouTube est un moteur de recherche, par exemple. Mm. Donc, tant qu'il y aura de la recherche, il y aura du SEO. Ok. Merci beaucoup, Alex. Si on veut te retrouver et te contacter, par où est-ce qu'on passe? Bah, tu passes par mon site, c'est le plus simple, hein, Chinois Tips, Ok, et tu as l'adresse écrite dans le menu, je crois. Puis voilà, tu peux me trop trouver bien. là. Bah, je mettrai les liens dans la description. Merci d'avoir joué le jeu, d'avoir pris le temps de venir me rencontrer. Je suis ravi en tout cas de t'avoir eu et à bientôt. Merci à toi, Paul. Salut.